Merci de nous retrouver sur BFM TV. Il est midi. Gérald Darmanin est en déplacement à la Guillotière à Lyon. Le ministre de l'Intérieur doit rencontrer les 3 policiers agressés il y a 10 jours dans ce quartier sensible, après cette affaire qui a fait beaucoup réagir. Mais ce n'est pas de ministre dont nous avons besoin, mais de plus d'effectifs. C'est ce que déclare le maire de Lyon qui a décidé de boycotter cette visite. Quelques chiffres pour ce premier week-end de chassés-croisés entre juilletistes et haussiens. 1 million de voyageurs attendus dans les trains ce week-end. Déjà 800 km d'embouteillage enregistrés sur les routes à 11h. Et malheureusement, ce week-end qui commence mal avec un incendie sur l'autoroute de Montélimar-Est dans le sens Marseille-Lyon et qui bloque également la circulation des trains. On en parlera dans ce journal. Des départs en vacances sous de fortes chaleurs avec ce nouvel épisode caniculaire attendu. Les températures vont repasser au-dessus des 30 degrés. Ça va durer plusieurs jours. On constate que le réchauffement climatique devient une réalité et que les conséquences sont de plus en plus graves pour la planète. On va en parler avec nos invités dans un instant. Est-ce que la Terre perd la boule ? Ça s'en va et ça revient. C'est le principe du chassé-croisé traditionnel sur les routes de France entre juilletistes et haussiens. Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui rentrent. Résultat, les routes sont très chargées. Samedi, classé noir sur les routes de toute la France dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours, avec des perturbations supplémentaires en raison d'un incendie du côté de Montélimar. On va retrouver Anne Lorbans sur l'autoroute A7. Le ministre de l'Intérieur y a passé environ 1 heure dans ce centre de rétention administrative, à une trentaine de kilomètres de Lyon, un centre de 140 places destiné aux étrangers soumis à une procédure d'éloignement. Il a donc échangé tout au long de cette première étape avec les policiers, les agents de la police aux frontières. Anaïs Proutz, plus tard, évidemment, quand on parlera du déplacement du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à Lyon. Là, on revient donc sur cet incendie, notamment sur l'aire d'autoroute de Montélimar-Est qui impacte notamment la circulation des TGV dans le secteur. On retrouve Anne Lorbans depuis le PC au-dessus de l'autoroute A7. Oui, tout à fait. On est au PC sécurité où il y a près de 200 caméras qui surveillent le trafic en temps réel. Alors, vous le disiez, il y a des chassés-croisés. Et tout à l'heure, quand nous observions ces différentes caméras, on a assisté au départ d'un incendie, c'est un feu de végétation autour de l'aire de Montélimar-Est. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place. L'aire d'autoroute n'a pas été fermée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce feu de végétation, il s'est déclenché à proximité d'une voie ferrée, ce qui impacte évidemment tous les TGV qui prennent la direction du sud. De nombreux passagers et voyageurs nous font remonter ces informations sur les réseaux sociaux. C'est ce feu donc de végétation qui est la cause principale des multiples retards sur le réseau ferroviaire, notamment du côté de Valence, mais également de Montélimar. Voilà. Merci. Donc la grosse galère pour les départs et les retours en vacances, avec des embouteillages sur les routes, ces perturbations sur les lignes SNCF. On rappelle ce que nous disait Anne-Laure à l'instant, au sud de Valence, dans les deux sens, la circulation des TGV est complètement interrompue, donc sur tout le réseau sud-est, avec des gros retards à prévoir. On va retrouver Rémi. Rémi, vous êtes à bord d'un de ces TGV, vous êtes en ce moment bloqué. Est-ce que la SNCF vous a donné quelques informations ? Oui, à l'instant, le conducteur, qui est très sympathique, nous informe en temps réel que on va faire demi-tour sur les voies de LGV pour revenir vers Valence et prendre les voies classiques. Donc peut-être qu'au lieu d'arriver à Avignon TGV, on arrivera à Avignon-Ville, et il nous annonce 2h30 de retard au moins. Il faudra s'armer de patience. Pour le moment, on est à la campagne, comme vous pouvez voir. Juste après la gare d'Avignon TGV. Il y a une bonne ambiance dans le TGV, mais pour le moment, on est à l'arrêt. Bon, en tout cas, vous le prenez avec plus ou moins de philosophie. 2h30 tout de même de retard sur des vacances qui commençaient pour vous ? Absolument, c'est un samedi de grand départ. On va retourner à Paris une semaine. On espère arriver dans la journée, ceci dit. Vous nous avez montré le paysage, donc, juste après la gare d'Avignon TGV. Vous pouvez nous montrer l'ambiance un petit peu dans le train aussi, Rémi? On entend qu'il y a beaucoup d'enfants, un train qui doit être bondé en ce jour de départ en vacances. Voilà, regardez.
Les gens le prennent avec philosophie, du coup, ce gros retard. Ça va bientôt être l'heure de manger. Il y a des inquiétudes à ce niveau-là, la forte chaleur aussi à l'extérieur. Là, pour le moment, le train est climatisé parce que l'électricité est bien là. Je vois que le wagon bar est pris d'assaut, donc il y a des files d'attente jusqu'au prochain wagon. Mais pour le moment, bonne ambiance, tout va bien. Comment va être organisé votre transfert? Vous disiez que vous alliez devoir changer de train, quitter la ligne de grande vitesse. Comment est-ce que ça va s'organiser? Est-ce qu'on vous a donné plus de précisions? A priori, on reste dans le TGV, mais il doit faire demi-tour pour pouvoir emprunter les voies classiques, pas LGV. D'ailleurs, on redémarre à l'instant, vous pouvez voir, à vitesse lente, et on reste dans le même train, on fait demi-tour, ce qui est assez intéressant, puisqu'on allait dans le sens, maintenant on va dans l'autre sens. Si vous allez louper un peu de paysage, au moins vous avez l'occasion de revoir ce que vous avez manqué. Donc voilà, vous restez dans le même train. Déjà, c'est un moindre mal. On imagine, vous-même, vous êtes en famille dans ce train ou pas? C'est ça, avec beaucoup d'amis, des enfants de bas âge. Pour le moment, tout va bien. On a préparé les pique-niques au cas où on savait que peut-être il se passerait des choses. Ah oui. Et voilà, aventure. Vous étiez optimiste, dis donc. Gardez votre sourire, en tout cas, et surtout votre mal en patience. On vous annonçait déjà plus de 2h30 de retard, c'est ça? Pour le moment, 2h30, ça sera peut-être plus. Bon, bon courage à vous, bon courage à tous les gens qui vous entourent. On rappelle donc que le trafic SNCF est interrompu au sud de Valence dans les deux sens. C'est tous les trains qui partent ou qui reviennent du sud-est de la France. En ce jour de grand départ en vacances ou de grand retour, 1 million de voyageurs étaient attendus sur les voies SNCF et dans les gares pour ce week-end de chassé-croisé. Ça tombe très très mal, donc, bon courage, en raison d'un incendie sur l'aire de Montélimar, sur l'autoroute A7, et les voies SNCF passent juste à proximité. Un incendie donc qui provoque ces grosses perturbations sur le réseau SNCF. Voilà donc pour ces informations en direct ce matin à propos de ces départs en vacances. L'autre actualité, c'est le déplacement de Gérald Darmanin à Lyon. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur qui a notamment rencontré qui va rencontrer les 3 policiers qui ont été violemment agressés la semaine dernière dans le quartier de la Guillotière. Et ça commence avec l'inauguration ce matin d'un centre de rétention administrative, puisqu'il en avait été question dans plusieurs tweets du ministre de l'Intérieur qui abordait la question de l'expulsion des délinquants étrangers. Anaïs Kroutz et Médéric Soltani sont auprès du ministre de l'Intérieur pour cette visite. Le ministre de l'Intérieur y a passé environ 1 heure dans ce centre de rétention administrative, à une trentaine de kilomètres de Lyon, un centre de 140 places destiné aux étrangers soumis à une procédure d'éloignement. Il a donc échangé tout au long de cette première étape avec les policiers, les agents de la police aux frontières qui gèrent les admissions, la détention, mais aussi la surveillance de ces personnes. Une inauguration qui vient appuyer les propos de Gérald Darmanin qui avait assumé il y a quelques jours une volonté de double peine pour les délinquants étrangers, c'est-à-dire une condamnation puis une expulsion. Et puis cette première étape dans la métropole lyonnaise où la question de la sécurité est au cœur des préoccupations. On ne doit rien au hasard, des préoccupations autour de la sécurité, notamment dans le quartier de la Guillotière. 3 policiers, vous l'avez dit, ont été agressés la semaine dernière alors qu'ils procédaient à une interpellation. Gérald Darmanin va donc les rencontrer. Il doit se rendre là dans les minutes qui viennent dans le commissariat du 3e et 6e arrondissement pour parler avec eux avant une rencontre avec les commerçants et les habitants de ce quartier excédés, en colère, qui ont vu la situation se dégrader depuis plusieurs mois. Pour maintenir l'ordre dans ce quartier, des moyens supplémentaires avaient été alloués avec des patrouilles constantes de la police municipale mais aussi de la BST, une unité dédiée de policiers expérimentés sur le terrain dans ce quartier de la Guillotière. Un plan d'action qui est défendu par le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, mais pas encore suffisant selon lui. Il demande à l'État d'allouer encore plus de moyens pour maintenir l'ordre dans ce quartier et a donc décidé de boycotter cette visite du ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Et sur ce plateau avec nous, Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV. Depuis le début de cette affaire, Gérald Darmanin a tenu à montrer sa fermeté. Il a quand même attendu 10 jours pour se rendre sur place. Alors pourquoi cette visite aujourd'hui ? Pour annoncer des dispositifs, notamment liés à cette question de la délinquance étrangère. Vous savez que le ministre de l'Intérieur a beaucoup insisté sur ce point en affirmant que 35% des actes de délinquance sont commis dans la métropole lyonnaise par des personnes étrangères. En conséquence, il y a donc ce deuxième centre
de rétention administrative qui va ouvrir ses portes. Anaïs Kroutz le disait, ce qui portera le nombre de places disponibles dans l'agglomération lyonnaise à 280. Le ministre qui a précisé que 200 nouveaux policiers aux frontières seront affectés sur ce nouveau dispositif avec ces 2 centres de rétention administrative. Et puis, il y a également cette annonce concernant davantage la délinquance dans Lyon et évidemment sur cette séquence, cette visite tout à l'heure dans le quartier de la Guillotière où ces 3 policiers ont été agressés la semaine dernière. Cette présence d'une deuxième compagnie de CRS avec 70 personnes qui resteront mobilisées dans l'agglomération lyonnaise. Sur le cadre plus national, toujours sur cette question de la délinquance étrangère, le ministre a annoncé qu'il y aurait en septembre, à la rentrée, la présentation d'un texte pour lever toutes les réserves, je cite, législatives qui empêchent l'expulsion du territoire de ces délinquants étrangers. C'est une série de mesures qu'il a détaillées dans une interview à nos confrères du Progrès, presse régionale à Lyon. Et puis il y a, Alexis, aussi cette visite en forme d'envoi aussi de messages. Quels sont les messages que veut envoyer politiquement Gérald Darmanin aujourd'hui? Il y a un duel à distance entre Gérald Darmanin et le maire de Lyon, Grégory Doucet. On l'a bien compris, Gérald Darmanin veut se montrer inflexible et renvoyer la balle, la responsabilité de certains manquements en termes de sécurité dans Lyon. La responsabilité, il veut la renvoyer à celle du maire EELV de la deuxième ville de France, maire qui a boycotté cette visite de Gérald Darmanin en expliquant qu'une promesse initiale de 300 policiers nationaux supplémentaires qui avait été faite par le ministre de l'Intérieur il y a 2 ans n'a en fait jamais été tenue. On posera bien sûr tout à l'heure la question à Gérald Darmanin de ce qu'il en est de cette question des effectifs. La formule de Grégory Doucet qui a fait beaucoup parler. Pas besoin de ministre sur place, mais besoin d'effectifs. Une façon de dénoncer une opération de communication. Il y a aussi chez Gérald Darmanin, qui est un ancien membre des Républicains, un ancien membre de la famille gaulliste, peut-être une volonté d'envoyer un message à cet électorat de droite qui est très soucieux de cette question de la sécurité, un électorat de droite qui a beaucoup voté pour des députés LR dans cette région, particulièrement d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec la présence ce matin sur la séquence, l'inauguration de ce centre de rétention administrative du député LR Alexandre Vincendé, qui est très en pointe sur ces questions de sécurité. Bonjour Gauthier Chapuis, vous êtes conseiller municipal, Bonjour. délégué au maire de Lyon et coprésident aussi du groupe Europe Écologie Les Verts à la mairie de Lyon. Vous considérez aussi que cette visite de Gérald Darmanin est une opération de communication ? Oui, je crois que ça a été clairement dit par le maire de Lyon et répété ce matin sur votre antenne. En tant qu'élu de terrain, nous avons besoin d'action et pas d'annonce. Dès septembre 2020, le maire de Lyon était monté sur Paris et avait demandé 300 policiers nationaux supplémentaires en net, c'est-à-dire en comptant aussi les départs, vous l'avez rappelé. Monsieur Darmanin connaît le chemin de Lyon a priori, mais amène dans ses valises systématiquement des annonces. Il revient aujourd'hui encore avec des annonces. Et ce dont nous avons besoin sur Lyon, ce n'est pas des annonces, mais c'est de l'action et des moyens humains. À Lyon, ça a été répété également ce matin. Nous prenons notre part avec notamment la police municipale sur les questions de tranquillité et de sécurité, avec la revalorisation du métier de policier municipal. Et notamment du salaire, la revalorisation du salaire qui n'avait pas été faite depuis 18 ans. Et puis un recrutement record de 37 policiers municipaux qui n'avait pas été fait depuis 2014. Voilà. Et au-delà de ça, du volet sécurité, il faut bien se dire que la problématique est globale et que c'est ce que nous faisons aussi sur Lyon, là sur le terrain. Il y a d'autres volets aussi à traiter, notamment sur la partie sociale et culturelle, où nous avons mis des moyens et des fonds. Également sur un dispositif jeunes en errance. Et enfin, il faut être présent auprès des habitants et des habitantes. Je crois que c'est ça aussi le plus important en tant qu'élu, en tant que policiers municipaux, et puis aussi tout le long de notre mandat. Et c'est ça aussi la volonté quand on a ouvert la maison des projets, pour qu'il y ait toujours un point d'entrée pour les habitants et les habitantes. Restez avec nous, Gauthier Chapuis. On va également s'intéresser à cette question avec vous, Yann Bastière, délégué national unité SGP Police FO. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la situation à l'heure actuelle dans ces quartiers de la Guillotière à Paris, quartier décrit comme sensible? Est-ce que les forces de police y manquent encore cruellement, comme les élus locaux ont l'air de toujours malheureusement le constater? Mais la situation sur le quartier de la Guillotière, vous en avez fait largement écho toute cette semaine depuis l'agression de mes collègues sur vos antennes, elle est très très dégradée. Ces arrondissements du 7e et du 3e arrondissement de Lyon sont
sont le lieu d'exactions, de violences en tout genre, de trafic en tout genre. Donc la présence de policiers est bien entendu la bienvenue. Des renforts, Et la visite de Gérald Darmanin, elle est bienvenue également aujourd'hui? Je ne vais pas vous dire le contraire. Le déplacement de notre ministre de tutelle en soutien de mes collègues qui ont été blessés, c'est jamais vu comme une mauvaise chose. Mais ensuite, il faut bien entendu, comme l'expliquait un élu et comme l'appellent mes collègues locaux, un renfort d'effectifs. La présence sur le terrain, c'est ce qu'il y a de réellement plus efficace. La nature a horreur du vide. Pas de policiers, on voit ce que ça peut donner sur la Guillotière. Parce que la Guillotière est devenue une zone hors de contrôle en plein centre de Lyon? N'allons pas jusque-là. Vous l'avez encore vu dernièrement, mes collègues sont intervenus sur des trafics. S'ils ont été blessés, c'est qu'ils sont présents. On n'est pas sur une zone de non-droit, on est sur effectivement un territoire comme il en existe de plus en plus dans des centres-villes en France, totalement dégradés. Gauthier Chapuis, pour appuyer ce que vous disiez tout à l'heure sur la démarche globale que vous attendez, les actions globales. Ah, on n'est plus en ligne avec Gauthier Chapuis, malheureusement. On va rester avec vous. Alors Yann Bastière, tout à l'heure, donc cet élu, ce coprésident du groupe ELV à Lyon, nous disait qu'il fallait une démarche plus globale, pas seulement des effectifs de police sur place, mais aussi des actions sociales, des actions de divers ordres. Est-ce que vous aussi vous demandez peut-être au gouvernement d'agir de manière plus coordonnée, plus globale? Je ne suis pas en position de demander quoi que ce soit au gouvernement. Bien entendu, les élus locaux ont leur part du succès de la sécurité sur une ville. Le continuum de sécurité, bien entendu, entre les forces de police nationale, les CRS et la police municipale ne peut donner que de bons résultats. Quant à la part sociale, ce sont d'autres acteurs que la police nationale qui doivent mener à ça. Mais jusqu'à présent, la mairie de Lyon a été taxée de laxisme dans les problèmes d'insécurité, le traitement notamment de cette délinquance dans le quartier de la Guillotière. Vous pensez que la mairie de Lyon a parfois été trop douce? Vous êtes en train de m'emmener sur un terrain glissant, un terrain politique. Moi, je vais essayer de rester sur le terrain des forces de sécurité. Elles font leur job, elles sont là. Il y a eu des problèmes sur la Duchère avec des tirs de Kalachnikov. Il y a eu encore des débats sur la vidéosurveillance. En effet, sur Lyon, Lyon semble cristalliser ces derniers mois pas mal de problématiques sécuritaires. Merci beaucoup Yann Bastière d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, délégué national unité SGP Police FO. Dans l'actualité également, ce samedi, il y a cette coordination de la sécheresse, de la chaleur, du vent qui fait craindre dans certains massifs français des risques d'incendie comme on en a connu ces derniers jours. Tous les massifs, par exemple, forestiers des Bouches-du-Rhône sont fermés aujourd'hui, 25 massifs au total. Et puis, la prudence est également de mise en Corse, où les chasseurs, notamment, eux aussi, sont mobilisés ce week-end pour surveiller les départs de feu. Bonjour Lucien Limousin. Vous êtes maire de Tarascon, donc on retourne dans les Bouches-du-Rhône. Je le disais tout à l'heure, tous les massifs du département sont fermés aujourd'hui d'accès à la population. C'est le cas également sur la commune de Tarascon? Oui, bien sûr. D'autant que nous venons de vivre un incendie qui a été dramatique, puisque hier encore, j'étais à Tain-l'Hermitage pour assister à l'hommage officiel du sapeur-pompier décédé à la suite de l'incendie de la Montagnette à Tarascon et sur les 3 autres communes du massif. Et donc, il est très, très important que nous puissions avoir aujourd'hui des mesures préventives, comme les a prises M. le Préfet, en interdisant l'accès aux 25 massifs du département. La consigne aussi, c'est de signaler systématiquement tout départ de feu qu'on observe? Oui, il faut appeler tous nos habitants à la vigilance. Vous savez aussi que nous sommes aujourd'hui dans une journée fortement chargée sur le plan de la circulation routière, avec le chassé-croisé des vacances, et que tout geste qui pourrait paraître banal pourrait être lui-même dévastateur. C'est-à-dire, vous parlez par exemple d'un mégot de cigarette jeté par la fenêtre? Bien sûr, c'est l'exemple type du geste banal qui peut à tout moment être dévastateur. D'autant plus que les conditions météo sont aujourd'hui peut-être aussi défavorables. Il y a du vent, c'est ça, dans votre région? Bien oui, nous avons un retour du Mistral qui, dans la journée, devrait nous
donné des rafales à plus de 70 km/h. Et quand on voit l'aspect dévastateur qu'il y a eu dans le massif de la Montagnette à partir du 14 juillet, chaque fois que le vent s'est mis à souffler ou à changer de direction, puisque nous sommes passés du vent du sud au vent du nord-ouest et réciproquement, et chaque fois que nous avons eu du vent avec une certaine force, eh bien, nos massifs ont flambé et nos pompiers ont été mis en grande difficulté sur le plan de leur propre sécurité. Et vous comprenez les départs de feu qui sont parfois accidentels, mais aussi et souvent de manière criminelle. C'est quelque chose que vous arrivez à comprendre? Non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre comme ce qui vient de se passer dans l'Hérault, où on a quand même un individu, pompier lui-même, pyromane, ouais. pompier lui-même, élu, conseiller municipal, et qui s'est livré à ce genre d'actes néfastes. Eh bien non, je ne peux pas comprendre. Alors certes, ça relève peut-être de la médecine, mais il n'empêche que l'élu que je suis, quand on est confronté à des situations comme celle que nous venons de vivre sur le massif de la Montagnette, celle qui est vécue encore en Gironde, celle que l'on retrouve un petit peu partout sur le territoire national, il est difficile d'admettre de tels comportements. Quelles sont les forces peut-être mobilisées? En tout cas, qu'est-ce que vous avez mis en place sur votre commune pour veiller à ce que ces massifs restent bien fermés aujourd'hui, à ce que cet arrêté soit bien respecté? Alors nous avons, c'est le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours du département, qui est placé sous l'autorité du contrôleur général Grégory Allione, qui a mis en place des mesures de prévention avec des véhicules de sapeurs-pompiers disposés en différents points stratégiques et qui sont prêts à intervenir à tout moment. Et au niveau des communes, nous avons mobilisé, et c'est le cas à Tarascon, notre comité communal de feux de forêt qui dispose de 2 véhicules qui sont tous 2 équipés d'hommes, je le dis avec beaucoup de respect, d'hommes et de femmes bénévoles et qui font ça sur leur temps et qui vont parcourir aussi nos massifs afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de personnes qui s'aventurent dans nos massifs et qui risquent de nous causer des dégâts que on n'arriverait pas vraiment à maîtriser. Des massifs forestiers donc fermés dans les Bouches-du-Rhône, 25 massifs au total en raison de ce risque d'incendie. Merci Lucien Limousin, vous souhaitez une belle journée du côté de Tarascon. À suivre sur BFM TV, l'actualité de l'écho. Propriétaire ou bailleur, gagnez en confort devant votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Et l'actualité de l'économie qui nous concerne tous en ce moment, c'est cette inflation qui entraîne par ailleurs des hausses des prix, notamment dans les supermarchés. Stéphane Pedrazi. Oui, 6,7% de hausse sur un an pour les produits de grande consommation dans l'hygiène et l'alimentation. C'est ce qui ressort des relevés qui ont été effectués en grande surface par l'Institut IRI. Alors effectivement, c'est supérieur à l'inflation, au chiffre global qui a été publié cette semaine par l'INSEE. Mais surtout, on constate une forte accélération puisqu'il y a encore 3 mois, la hausse des prix dans les supermarchés n'était que de 2,8%, c'est-à-dire 2 points en dessous de l'inflation sur cette période. On constate également que les marques premiers prix ont fortement augmenté, 11,4% de hausse. C'est pratiquement 2 fois l'inflation, tout simplement parce que le poids des matières premières dans le prix final de ces produits est plus important que pour les autres marques. C'est logique, mais ça pénalise malheureusement les ménages les plus modestes puisqu'ils ont généralement tendance à acheter davantage de produits premiers prix que la moyenne des consommateurs. Dans le détail des produits, assez peu de surprises. Les hausses les plus spectaculaires concernent les viandes surgelées, pratiquement 26% d'augmentation. La viande hachée, 19,4%. Les pâtes alimentaires, 18,5%. Il y a quelques catégories de produits, elles sont assez peu nombreuses, où les prix ont reculé. C'est le cas notamment de la lessive, avec une baisse de 0,6%. La mauvaise nouvelle, c'est que la hausse des prix va continuer. Michel-Édouard Leclerc, interrogé cette semaine sur BFM TV et RMC, a indiqué que l'inflation pourrait atteindre 9% au cours de l'hiver prochain. C'était votre programme avec Groupe Verlaine.
Installation de centrales solaires en autoconsommation pour réduire vos factures d'électricité. Le journal des sports, Ilia Grandjean. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Salut Lia. Bonjour à tous. C'est jour de reprise pour la Ligue 2 et on va surveiller de près les Girondins de Bordeaux qui ont vécu une pré-saison très particulière. Oui, parce qu'ils ont appris mercredi qu'ils étaient finalement maintenus en Ligue 2. Ça s'est joué à quelques minutes près et pas rétrogradé en National 1 comme ça avait été le cas au départ pour des problèmes financiers finalement sauvés par le CNOSF et le comité exécutif de la Fédération française de football. Bordeaux jouera bien en Ligue 2, soulagement pour le personnel du club, pour les joueurs et pour l'entraîneur David Guillon qui était assez confiant tout de même. J'avais régulièrement mon président au téléphone et on avait confiance dans la direction. On sentait que plus ça allait, plus ça sentait bon, qu'il y avait vraiment des arguments très clairs et solides qui renforçaient à chaque fois le dossier. Oui, la descente en Ligue 2, c'était déjà un petit traumatisme forcément pour les supporters parce que ça faisait très longtemps que Bordeaux n'avait pas connu la deuxième division. Fallait remonter à 1991-92. Le programme avec Bordeaux-Valenciennes à 19h, place au terrain, vous voyez tout le programme, ça finira lundi et on surveillera aussi de près le match à 15h. Entre Dijon et Saint-Etienne. Saint-Etienne, autre institution du foot français qui est en Ligue 2 après une fin de saison cauchemar en Ligue 1 l'an passé, une défaite dans les barrages, les débordements des supporters, des sièges brûlés et puis 3 points de perdus, 3 points de suspension au classement pour les Stéphanois. Difficile donc de se voir déjà comme un favori à la montée pour Laurent Batles. On n'est pas favori, on est déjà à moins 3 par rapport aux autres. Et il va falloir déjà revenir dans une certaine forme de positive au niveau des points. Avant de parler de favoris, je pense qu'il y a beaucoup plus d'équipes que nous qui sont favoris. Parce que nous, obligatoirement, en étant à moins 3, on n'est même pas encore dans le championnat par rapport aux autres. On va essayer d'être ambitieux pour essayer d'aller prendre 2 points le plus rapidement possible. Et du cyclisme maintenant, il y a, puisque ça y est, on approche de l'épilogue pour le Tour de France Femmes. Il ne reste plus que 2 étapes. Oui, 2 étapes les plus dures. Il y a 8 étapes en tout dans cette première édition du Tour de France Femmes. Et là, la route va s'élever sur les 2 dernières étapes. Hier, étape en Alsace qui a souri à Marianne Vos, la maillot jaune. Une étape animée par une Française, Marie Lenette, très offensive dans le groupe de 13 à l'avant et qui a été reprise seule à 5 km de l'arrivée au sprint la plus forte. C'est Marianne Vos, la néerlandaise, 2e victoire d'étape pour elle dans ce Tour. Parfait pour l'instant pour elle. C'est vraiment une course incroyable. Bien sûr, arriver sur cette fin de semaine avec cette victoire d'étape et de conserver mon maillot jaune à ce moment de la course, c'est une très bonne chose, c'est génial. Je vous le disais, la route va s'élever à partir d'aujourd'hui. On est toujours en Alsace pour cette 7e et avant-dernière étape entre Sélestat et le Markstein. 3 difficultés classées en première catégorie. Et pour terminer, le Grand Ballon, c'est le point culminant des Vosges. On est presque à 1400 mètres d'altitude. Et puis dimanche, dernière étape avec la très difficile montée vers la super planche des Belles Filles. Il y a des pourcentages à plus de 24%. Ça va être très dur. Et c'est sur ces 2 dernières étapes que le classement général de ce Tour de France Femmes va se jouer. On le rappelle, c'est la première édition. Ouais. On est fiers en tout cas de voir cette nouvelle édition. Évidemment. Avec l'arrivée en altitude, ça change les Champs-Élysées. Elles sont parties de Paris et elles arrivent à la montagne. Merci bien. Ça joue pas bien. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Vous restez avec nous sur BFM TV. Une nouvelle vague de chaleur est attendue. Guillaume Séchet, la météo. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. La météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Un temps estival aujourd'hui, mais sans excès. Profitez-en, car ça ne va pas durer avec donc cette chaleur à nos portes. On la voit, cette chaleur qui nous vient tout droit d'Afrique du Nord. Donc, elle va peu à peu envahir toute la France en début de semaine prochaine, avec donc un ciel dégagé quasiment partout cet après-midi, sauf peut-être dans le sud-ouest ainsi que sur la pointe de la Bretagne. Des températures donc encore respirables. 31 degrés à Paris, quand même 34 à Marseille. Et demain, ça se réchauffe de nouveau par le sud, avec donc ce ciel dégagé, sauf près de la Manche, quelques nuages, 23 degrés à Cherbourg, mais jusqu'à 36 degrés à Marseille.
Dans 8 secondes, vous êtes arrivé. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était la météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Il est 12h30, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à la une du Live Weekend, aujourd'hui, les vacances qui commencent ou qui se terminent mal aujourd'hui dans le sud-est. Un incendie est en cours sur l'aire d'autoroute de Montélimar-Est en plein week-end de chassé-croisé. Et il affecte aussi le trafic ferroviaire, puisque la voie LGV passe juste à côté. Trafic interrompu dans les deux sens au sud de Valence. Nous retrouverons Rémi, un passager d'un train en passe d'être détourné. Tout à l'heure, il nous racontera et continuera de nous faire vivre son périple. La galère aussi sur la route avec ces immenses embouteillages du chassé-croisé. Plus de 800 km de bouchons à la mi-journée. La journée classée noire dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. À la une également, 10 jours après l'agression de 3 policiers à Lyon dans le quartier de la Guillotière. Gérald Darmanin est donc en visite aujourd'hui dans la ville. Nous suivons le déplacement du ministre de l'Intérieur qui a récemment soulevé la polémique autour du sujet des expulsions de délinquants étrangers. Il a d'ailleurs visité dans la matinée un nouveau centre de rétention administrative. Mais tout d'abord, les départs et retours de vacances, ce week-end de chassé-croisé, qui sont perturbés à la mi-journée avec cet incendie qui s'est déclenché sur l'aire d'autoroute de Montélimar-Est, avec un feu qui a pris aux abords d'une ligne de TGV, avec ses répercussions donc pour les voyageurs du train, bloqués dans les deux sens de circulation. Rémi, vous êtes l'un de ces voyageurs, on vous a parlé un peu plus tôt. On va faire le point avec vous. Comment est-ce que ça a évolué? Tout à l'heure, vous avez dit que la SNCF vous avait adressé un message en vous annonçant au moins 2h30 de retard. Est-ce que vous avez plus d'informations? Est-ce que vous êtes prise en charge? Alors c'est toujours 2h30 de retard. Je suis avec mon amie, une de mes amies Christelle, on est plusieurs dans ce TGV. Pour le moment, on est en grande vitesse, mais dans le sens opposé, on est revenu en marche arrière. Donc on va faire quelques kilomètres comme ça pour reprendre l'ancienne ligne basse vitesse, j'ai envie de dire. Ouais, ça risque de prendre un certain temps, mais pour le moment, bonne ambiance dans le TGV. Oui, ce que j'allais vous demander, vous étiez sur la route des vacances, avec donc ce voyage prévu jusqu'à Avignon TGV. Les vacances commencent bien mal, finalement, pour vous, là. Oh, c'est plutôt comique, on va dire, hein, Christelle. Ouais, vous comprenez bien. On a pas demi de queue pour essayer de... Alors justement, vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, il y a déjà de la queue au wagon restaurant parce que tout le monde doit être un petit peu pris de panique, doit vouloir gérer ses provisions, être sûr d'avoir de l'eau. En général, la SNCF, dans ces cas un peu extrêmes, apporte le minimum nécessaire. Est-ce que vous avez eu des annonces en ce sens? Est-ce qu'on va vous distribuer de l'eau, par exemple, surtout qu'il fait très chaud aujourd'hui? Pour le moment, non. La clim fonctionne pas de temps en temps, mais pour le moment ça va et on a plutôt beaucoup de personnes qui font la queue au bar. Ça fait un wagon et demi, c'est ça, de queue pour pouvoir accéder au bar, mais pour le moment c'est tout ce qu'il y a à bord. Et puis ça se passe bien, c'est dans une bonne ambiance. Pour l'instant, il n'y a pas trop de retard. À voir comment ça se passe si ça continue ainsi. Enfin, pour le moment, on retourne à Paris, là. C'est direction sens inverse. C'est la fin des vacances. Donc c'est ça, le conducteur du TGV vous a expliqué que le train a fait demi-tour. Le but, c'est d'aller emprunter une autre voie pour contourner cet incendie. C'est ce qu'ils vous ont expliqué? Exactement, oui. Et est-ce qu'on vous a donné plus de précisions sur l'origine, les circonstances de cet incendie? Non, pour le moment, c'est juste incendie aux abords des voies LGV. La LGV est totalement interrompue dans les deux sens de circulation, a priori. Et ils font le nécessaire pour nous faire contourner cet incendie. Et vous n'êtes pas sûr, au final, d'arriver à votre destination, à Avignon TGV? C'est possible qu'on arrive à Avignon-Ville au lieu de Avignon TGV. Pour le moment, ils ne l'ont pas annoncé, mais certains TGV qui étaient derrière nous ont eu cette annonce. Donc, à mon avis, ça ne va pas tarder. Ils vont nous dire la même chose. Ouais, avec une énorme galère pour toutes les correspondances, on l'imagine. Bon courage à tous les deux.
Merci, beau courage Rémi. Merci également Christelle de nous avoir fait part de cette situation. On reviendra probablement vers vous un peu plus tard pour savoir comment ça évolue. On espère que ce sera plus simple pour vous. On prend donc la direction de... Il y a moyen de passer l'après-midi avec eux, si je peux me permettre. 3 heures de retard. Voilà, que ça ira un petit peu mieux. Du côté de la gare Montparnasse, maintenant, comment est-ce que ça roule? On va retrouver Célia Juste-Freddy avec la SNCF qui tablait sur 1 million de voyageurs pour ce week-end de chassé-croisé entre juilletistes qui rentrent et haussiens qui partent, avec Célia des renforts en personnel pour accueillir ce monde. On suppose qu'il y a beaucoup de monde en effet du côté de la gare Montparnasse en direction de l'ouest de la France. En tout cas, tout se passe bien pour le moment ici à la gare Montparnasse. Tous les trains sont à l'heure et sont bien présents. Et oui, il y a énormément de monde à l'intérieur. Il faut dire qu'on attend 1 million de voyageurs dans toutes les gares de France dans le week-end. Et comme vous le disiez, il y a beaucoup de renforts à l'intérieur pour que tout se passe bien. Des agents qui sont là pour conseiller, pour guider les voyageurs jusqu'à leur train pour que tout se passe dans le calme. Mais certains Français, cette année, ont décidé d'anticiper leurs vacances pour que tout se passe bien, décidé de prendre leur billet en avance. Je vous laisse les écouter au micro de Margot Sève. Je me suis prise 2 mois à l'avance pour prendre les billets, déjà les payer moins cher et être sûr qu'ils ne soient pas complets. On s'est pris au moins 1 mois et demi, 2 mois pour les prix et puis pour pas qu'il y ait plus de place en fait. Juste pour qu'il y ait de la place pour le train, déjà c'est pas mal. Les prix montent vite donc c'est pour ça qu'on les prend à l'avance pour être sûr que ce soit pas trop cher. Pour nous. Les billets de train aussi est pris début juin, histoire d'avoir des prix pas trop chers et d'être possiblement à côté. Mais pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur billet de train. Il reste encore 6 millions de billets longue distance pour le mois d'août. Il faudra juste être un peu plus flexible sur la date et les heures de votre départ. Entendu, merci beaucoup Célia Juste-Freddy en direct de la gare Montparnasse à Paris avec Thierry Bouillet. Autre dossier dans l'actualité ce week-end, cette image particulièrement embarrassante pour le gouvernement, disons-le, des voitures vides, moteurs allumés afin de faire fonctionner la climatisation. Et tout ça pendant plusieurs minutes pendant le Conseil des ministres. C'était donc hier dans la cour de l'Élysée. Et on se rappelle qu'il y a quelques jours à peine, pourtant, la Première ministre Elisabeth Borne avait ordonné à ses ministres de l'exemplarité en matière de sobriété énergétique alors que l'État demande à tous les Français de faire très attention ces prochains mois. On va voir les réactions que cela a suscité dans ce reportage d'Alexia Prunier et de Guillaume Barqui. Des voitures à l'arrêt avec un moteur allumé durant tout le Conseil des ministres. Difficile pour le gouvernement de s'appliquer ses propres recommandations sur la sobriété énergétique. En conférence de presse, Olivier Véran ne cherche même pas d'excuses. Bien sûr. Évidemment, mais vous avez raison. Vous savez, à partir du moment où on dit aux Français, l'État, les ministères, les administrations centrales et territoriales vont montrer l'exemple, à chaque fois qu'on ne le fera pas, vous ne nous raterez pas. Vous savez quoi? Tant mieux, parce que c'est ça qui accélérera notre changement de comportement à tous. Et c'est un objectif partagé. Une image, quelques semaines après les efforts demandés aux Français pour consommer moins. On s'habitue, malheureusement, parce que c'est la pratique commune. Quand j'ai commencé à m'investir en politique en 2010, je prenais des photos que j'envoyais à mes copains avec une ribambelle de voitures noires, toutes les moteurs allumés en permanence, été comme hiver, certaines garées sur des places handicapées, y compris quand on allait inaugurer des pistes cyclables. Elisabeth Borne avait elle-même demandé dans une circulaire du 25 juillet l'exemplarité à ses administrations. Mais selon cette communicante, les ministres peuvent aller plus loin. Pourquoi est-ce que nos ministres ne feraient pas un petit peu comme les hommes politiques du nord de l'Europe, en Suède, au Norvège ou même au Danemark, où ils utilisent un petit peu plus le vélo ? Selon des membres de la majorité, la consigne de ne plus faire tourner les moteurs pendant le Conseil des ministres avait été donnée il y a 2 semaines. Consigne non respectée. Bonjour Raphaël, Rémi Leleu, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Vous êtes la porte-parole Europe Écologie Les Verts en Ile-de-France. Ce qu'on vient de constater, faites ce que je dis, pas ce que je fais, qui est finalement un grand classique en politique, ça vous étonne ? Un grand classique en politique, je n'espère pas. En tout cas, on essaye de faire changer les choses. Malheureusement, non, ça ne m'étonne pas et ça m'étonne encore moins de la part de ce gouvernement. C'est quelque chose qui avait été déjà dénoncé il y a plusieurs années. C'est peut-être aussi un symptôme du renouveau du débat politique d'aller chercher la petite bête, y compris sur les questions de consommation énergétique. Alors comment, selon vous, les Français peuvent-ils prendre au sérieux les efforts que le gouvernement leur demande de faire dans ces conditions ? Très difficilement, parce qu'en plus, on est en train de débattre
de la climatisation de quelques berlines dans la cour de l'Assemblée ou la cour de Matignon ou la cour de l'Élysée. Mais ce n'est pas encore à ce niveau-là qu'on attend le gouvernement. Bien sûr, on a besoin qu'elle et il soient irréprochables, y compris dans l'utilisation des moyens publics, dans l'exercice de leurs fonctions. Mais on préférerait, par exemple, aller taxer les quelques milliards de profits que fait Total sur l'année écoulée. On a besoin d'une action beaucoup plus décisive et qui sorte de cette idée qu'il s'agirait uniquement d'une somme de responsabilités individuelles. C'est ce que j'allais vous demander, parce que bon, laisser les moteurs allumés pour la clim, évidemment, ça ne fait pas du bien au climat, mais c'est peut-être un détail dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un détail, c'est un symbole, et les symboles comptent en politique. Mais par exemple, ce que je reprocherais plus encore à ce gouvernement que de donner de mauvais signaux, c'est d'avoir complètement vidé de sa substance les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Parce qu'en agissant sur le poids des voitures, sur leur consommation, en agissant même sur la limitation de la vitesse des voitures sur autoroute, là, on permet de faire des économies d'énergie massives, on permet de réduire la pollution, on permet d'améliorer la santé de chacun et chacune. Et là-dessus, le gouvernement est totalement absent. Alors on le sait maintenant, hein, tous les membres du gouvernement, tous les politiques vont être scrutés de près dans leurs actions par les Français. Est-ce que du côté d'Europe Écologie Les Verts, on est absolument exemplaire en matière de sobriété énergétique ? Je pense qu'en tout cas, en termes de propositions, nous sommes celles et ceux qui sont les plus au point. Après, si vous me demandez combien de temps chaque élu, chaque militante écolo passe sous la douche chaque matin, j'aurais bien du mal à vous répondre. Mais ce qui est important aussi à rappeler, c'est que ça, c'est quelque chose qui relève de l'éthique, de l'exigence du modèle qu'on pourrait avoir chacun et chacune dans sa vie. Mais ça n'est pas ça qui fera une grande politique publique. Merci beaucoup de votre réaction, Raphaël. Merci d'être passé en direct sur BFM TV. Tout autre dossier à présent. Écoutez cette histoire. Un homme qui risque 116 ans de prison. C'est un jeune homme accusé de cybercriminalité par le FBI. Il s'appelle Sébastien Raoult. Il a 21 ans et il est détenu depuis près de 2 mois dans une prison de Rabat au Maroc. Et la famille du jeune Vosgien dénonce l'inaction de la justice française. Elle clame l'innocence de Sébastien. Écoutez notamment son père à notre micro. Bonjour Paul Raoult, merci d'être avec nous. Vous êtes le père de Sébastien. La version de votre fils hacker du Darknet, pour vous, il n'y a pas moyen, ça ne colle pas. Disons non, pour moi ça ne colle pas du tout. Pour moi il y a eu d'identité ou quelque chose du genre. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Et c'est surtout de ça que je voudrais parler. Ok, il a été arrêté à Rabat au moment où il rejoignait la France. Il y a une demande d'extradition vers les États-Unis, mais on se trouve bien dans les reproches qui lui sont faits, ce seraient des faits qui auraient eu lieu en France. Et depuis le début, je me pose la question, pourquoi la France ne demande pas l'extradition pour juger un ressortissant français qui aurait commis des méfaits sur le territoire français ? Alors justement, avant d'aborder ce point, Paul Raoult, je me permets, pour qu'on comprenne bien, votre fils a donc été arrêté au Maroc. Qu'est-ce qu'il faisait au Maroc à ce moment-là ? Il y était pour le travail, pour des études, pour simplement des vacances ? Pas du tout. Il était en villégiature au Maroc. Il y avait déjà été avant, dans le cadre de ses études, pour faire un stage, et qu'il aimait beaucoup ce pays. Il a voulu y retourner. Il risque 116 ans de prison aux États-Unis. 116 ans, voilà, c'est la loi aux États-Unis, elle est ainsi faite. Qu'est-ce que vous attendez des autorités françaises ? Est-ce que vous avez déjà eu des contacts ? Alors oui, des contacts, on les multiplie auprès des autorités françaises. On se heurte toujours à une même réponse. Non, on n'a rien concernant Sébastien. Il n'y a pas eu d'enquête en France. On ne connaît pas Sébastien Raoult. Ce qui, j'en suis persuadé, aujourd'hui est un mensonge. On n'est pas dans un simple fait divers. On est dans une affaire politico-judiciaire et j'ai de plus en plus l'impression que Sébastien est un cadeau offert aux Américains. Bonjour Maître Philippe Ohaillon, vous êtes l'avocat du père de Sébastien Raoult. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment va votre client et quelles sont les conditions de détention dont il bénéficie au Maroc ? Les conditions de détention de Sébastien sont des conditions de détention marocaines.
sa dignité est respectée. Évidemment, personne ne souhaite être en prison. Donc, comment il va? Il a de l'espoir. Il avait de l'espoir dans la justice française parce que on lui avait expliqué qu'il était étrange que les Américains demandent son extradition alors que, suivant les pièces extraditionnelles, il nous a été confirmé que ce sont des faits reprochés qui auraient été commis en France par 3 personnes de nationalité française, dont Sébastien Raoult, qui évidemment nie farouchement les faits. La famille de Sébastien, on a entendu son père à l'instant, dénonce une inaction de la justice française dans ce dossier. Pourquoi? Est-ce que vous avez fait des demandes auprès de la justice française? Alors déjà, si Sébastien Raoult était en France, sur la base des indices fournis par les autorités judiciaires américaines, il devrait être poursuivi en France avec les 2 autres personnes mises en cause dans la demande extraditionnelle française, américaine. Mais ce qui est extraordinaire dans cette affaire, voire stupéfiant, c'est que il y aurait, parce que depuis la médiatisation de tout cela, il y aurait eu des personnes impliquées dans la demande d'extradition française qui ont été placées en garde à vue en France pour le compte des autorités judiciaires américaines. Grosso modo, la France aurait fait de la sous-traitance pour les Américains, alors que les faits ont été commis en France, alors que les personnes sont de nationalité française. Et voilà que Sébastien Raoult se retrouve en prison au Maroc avec un risque d'extradition à Seattle, à 8000 km du lieu de commission d'infraction, des preuves, des faits et de l'enquête. Encore plus grave, c'est la raison pour laquelle vous donc refusez cette demande d'extradition des États-Unis. Vous souhaitez qu'il soit jugé en France. Mais est-ce qu'au Maroc, pour qu'on comprenne bien, où il est encore en détention, est-ce qu'un procès est prévu au Maroc? Non, le seul procès qu'il peut y avoir au Maroc, c'est savoir si l'autorité judiciaire marocaine accepte ou non, donne un avis favorable ou non à la demande d'extradition américaine. Ensuite, il appartiendra aux autorités gouvernementales marocaines d'accepter ou de refuser la demande d'extradition vers les États-Unis. Mais nous, ce qui nous paraît parfaitement logique, c'est qu'on ne juge pas quelqu'un à 8000 km du lieu de commission d'infraction, également pour des raisons humaines. Imaginez bien que Sébastien Raoult, s'il était extradé vers les États-Unis, serait exposé à une peine stratosphérique, serait loin de sa famille, privé de tout et également privé d'un procès équitable, parce que comment celui-ci pourrait se défendre si les preuves de son innocence seraient en France? Par contre, j'interpelle le ministre de la Justice, s'il y a eu des investigations en France pour le compte des Américains, il est forcément au courant parce que c'est lui qui accepte ou refuse ça. Moi, je demande très solennellement au ministre de la Justice de demander l'extradition de Sébastien Raoult sur la base d'une procédure judiciaire française. Voilà, vous avez parlé d'une peine stratosphérique. On rappelle, il risque 116 ans de prison. Merci, Maître Philippe Oyon, d'être passé sur BFM TV ce matin. Tout autre chose, à présent, c'est l'heure de s'intéresser aux vacances. Journée de grand départ et de grand retour également. Les vacances sur BFM TV, c'est tout cet été avec des idées de sortie, comme celle-ci en Alsace. Une balade assez originale, Fanny, puisqu'elle se fait totalement pieds nus. Eh oui, une expérience sensorielle. Tout est à faire d'expérience maintenant en vacances à travers champs, vous allez voir, avec un sentier qui est composé d'une vingtaine de textures très différentes. Le but est de se reconnecter à la nature. Et Kevin Drouan et Emeline Darcourt ont rencontré quelques participants ravis de l'expérience. Si tu as envie d'un appart, City. Votre programme avec Citia Immobilier. La boue, c'est ce que ces enfants ont préféré dans leur promenade. Pourquoi vous aimez bien la boue? Parce que c'est relaxant. Relaxant parce que cette boue, ils l'ont foulée avec leurs pieds nus, comme tous les promeneurs qui empruntent ce sentier d'1,5 km dans la plaine d'Alsace. Sensation à chaque étape. C'est froid. Ici, les cailloux ronds, le bois, puis la paille. La paille, c'était agréable. De nos jours, on marche en claquettes ou en chaussures, maintenant en pieds nus, voilà. C'est bien aussi. C'est chouette, il fait bon. On trouve d'autres sensations et justement on se rend compte qu'on marche pas souvent pieds nus parce que le moindre truc, la moindre aspérité, on la sent. Et c'est dans un super endroit, un super contexte. Carole, elle connaissait déjà le sentier pieds nus, elle y emmène sa famille. Alors moi je marche toujours pieds nus, donc ouais. Moi c'est vrai que c'est mon quotidien moi. Ouais. Ça va. Ah oui, d'accord. Okay. Du coup j'aime le faire partager parce qu'effectivement c'est des sensations sympas. Le sentier est entretenu par les bénévoles de l'association La Maison de la Nature du Ride et de l'Alsace centrale. Il est gratuit et conçu comme une sensibilisation à l'environnement. Notre but, notre mission à la Maison de la Nature, c'est d'éduquer tous les publics à la nature et à l'environnement. Et donc, c'est un des moyens qu'on a trouvé pour
remplir cette mission qui est vraiment importante à nos yeux. Tout était bien. Et passer du temps avec vous. La balade a été un moment heureux, elle se termine et maintenant, chacun retrouve ses chaussures. Si tu as envie d'un appart, City. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Vos rendez-vous de l'été se poursuivent et c'est l'heure désormais de ma recette avec un chef. Et c'est Apolline de Malherbe que l'on retrouve derrière les fourneaux aujourd'hui pour nous préparer un bar au lait. Votre programme avec gens de confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Aujourd'hui, c'est le jour du poisson avec Christian Lesquer. Bonjour Christian. Bonjour Apolline, Christian, bienvenue dans ma cuisine. Grand bonheur et puis je suis très bien accueillie par un poisson gigantesque. T'as vu la bête? C'est une sacrée belle bête et alors elle a une bouche absolument immense. Voilà. Alors de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bar. Je vais te faire une recette de lait ribot. Je suis breton, le Sker, tu vois, on peut pas non plus... le filet qui est très beau, tu vois. Et on va faire 3 petits pavés. Tu vois, très simple. Tu gardes la peau, hein? On garde la peau. On va préparer quelque chose de extrêmement simple. Donc, on va faire... Toi, t'as vraiment dit que c'était du lait ribot. Du lait ribot. C'est du lait fermenté. Ah, ça, c'est un goût d'enfance. Quand je suis arrivé sur Paris, je me dis, mais qu'est-ce que je peux transporter chez moi? Donc, j'ai pris du lait ribot. Avec ton lait dans et ton à sac. Paris, personne ne connaissait le lait ribot. Non. Et au fil du temps, c'est une recette mythique que tout le monde vient manger au 5, ce bar au lait ribot. Et d'une simplicité, tu fais temps pour temps, lait ribot, voilà. Tu fais temps pour temps, tu mets de la crème liquide, on porte à ébullition. Entre-temps, on va préparer notre poisson. Voilà, on met du sel, du poivre, un peu d'huile au fond de la poêle. Tu vois, faut pas que ça soit trop chaud. Ouais. Oui, tu t'arrêtes avant que l'huile ne bouillonne. Voilà. Tu vois, comme on voit qu'il est frais, tu vois. J'adore, moi, le poisson un peu cru. C'est comme ça que je voulais, tu vois. Voilà, on va l'arrêter, la cuisson. Tu vois comment elle est? Très bien, ouais. Elle est parfaite, là. On va dresser l'assiette. C'est quand même facile, hein. Bah, avec toi, c'est facile, hein. C'est voilà, vrai que... Regarde. Parfait, très joli. Tu prends un petit mixeur, un bain mix. Et on va prendre cette mousse de lait. Tu vois? Ou l'écume, tu vois. Regarde. Ah, tu ne prends que la mousse. Tu vois. Et comme c'est très chaud, ça va finir de coaguler ton poisson. Il va rester moelleux. Oh là là. Nous sommes dans un palace? Ouais. Et donc, on peut se permettre quelques fleurs et le caviar. En Bretagne, on mange ça avec des pommes de terre simplement. Mais ici... Le côté caviar va apporter ce côté iodé dans ce lait. Tu rajoutes de la couleur avec des capucines. Voilà, des capucines. Et voilà, c'est fait. Est-ce que tu veux goûter? Ah bah oui. Tout est mousseux. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un enchantement. C'est vraiment du terroir. On a l'impression d'être dans le champ des vaches. Et en même temps, tout d'un coup, on t'élève avec le caviar, avec le poisson, avec la mousse du lait. Voilà. C'est magnifique. C'est un plat terre-mer. Magnifique bar au lait ribot de Christian Lesquer. C'était votre programme avec gens de confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Allez, on va parler un peu musique cet été. Vous l'avez tous eu forcément un peu en tête pendant des jours après la victoire du groupe ukrainien Kalush Orchestra à l'Eurovision. C'était mimé, c'était Stéphanie. C'est ça, un tube, Stéphania. Un hymne même à toutes les mères ukrainiennes d'ailleurs en cette période de guerre. C'est le secret des tubes du jour avec Philippe Dufresne. Votre programme avec gens de confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Au départ, il y a un groupe rap, Kalush, qui s'adjoint les services de quelques camarades avec des instruments folkloriques. Pour la sélection ukrainienne à l'Eurovision, ils cherchent parmi leurs chansons une thématique porteuse. Nous, on fait des chansons sur des sujets qui nous parlent, des gens qui nous sont proches. On a écrit sur nos copines, sur nos bien-aimés, nos potes, et ainsi de suite. Alors je me suis dit que je pouvais écrire sur ma maman.
C'est la naissance de Stefania, deuxième du concours ukrainien, finalement repêchée et choisie pour être le tube qui représente le pays. 2 jours après l'annonce de la sélection, la Russie attaque l'Ukraine. Les membres du groupe vont tout faire pour être à Turin 3 mois plus tard et chanter leur titre. On avait un désir très fort de vaincre, car pour l'Ukraine aujourd'hui, il est important de l'emporter dans tous les domaines possibles. Donc c'était clairement notre objectif. Sur place, ils répondent à des dizaines d'interviews, remportent les demi-finales, puis la grande finale avec un vote écrasant de la part du public. Gagner, c'était vraiment agréable, car ces 3 minutes sur scène, c'était l'épilogue de 3 mois de préparatifs avec des interviews tous les jours. À ce moment-là, j'ai compris qu'on n'avait pas fait tout ça en vain. Ça en valait vraiment la peine. La chanson est devenue un hymne pour toutes les mamans d'Ukraine séparées de leurs enfants par le conflit. Et aussi une sorte d'hymne européen anti-guerre qui a résonné dans une quarantaine de pays. C'est vrai que la musique a une force incroyable. Quand on écoute un titre en boucle pendant des semaines, des mois, on se remplit de l'énergie, du message de cette chanson. Ça influe sur notre état d'esprit. Je crois énormément en la force de la musique. Kalush Orchestra continue aujourd'hui de jouer son titre partout en Europe. Façon de défendre grâce à la musique, le folklore et l'identité ukrainienne. Un message fort en plein conflit avec la Russie, exclu cette année de l'Eurovision. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. La voiture est prête. On prend la mienne. C'est pas mon genre. Ah, un décapotable. Alors, je suis électrisé. Nouvelle Fiat 500, des 139 € par mois sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Je pense que je suis prête à quitter Paris. J'ai envie de vivre ailleurs, avoir un jardin, trouver un job en télétravail. Ça serait sympa, non? Oh my God. Parents, ne soyez plus sur leur dos, mais dans leur poche. Rechargement instantané, carte personnalisable, messagerie intégrée, et hop, dans la poche. Card, l'app d'argent de poche qui vous rapproche. Les grands de la Formule 1. Collectionnez les modèles les plus spectaculaires pour la première fois à l'échelle 1/24e. Le numéro 1, 14,99 € chez votre marchand de journaux. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Qui est le numéro 1 des fournitures scolaires en ligne? Rentrediscount.com. Rentrediscount, c'est plus de 10 000 produits. Avec toutes les marques, pour toutes les classes, jusqu'à moins 40%. Et toujours sans bouger de chez vous. Alors, pour vos fournitures scolaires, c'est... Rentrediscount.com. J'allais le dire. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. La Citroën C4 WRC 2008 de Sébastien Loeb. Montez pas à pas cette légende du rallye. Le numéro 1, 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux.
Retour à l'instinct primaire, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Docteur Richier, quels sont les effets de la corrida sur les enfants? L'enfant risque d'être profondément choqué en voyant des animaux subir des blessures répétées. Et il peut aussi s'accoutumer à la violence et au sang, avec des conséquences sur sa personnalité. Professeur Courreau, et le taureau alors? Comme l'humain, le taureau ressent la douleur. Durant la corrida, il est percé de toutes parts par des pics et des lames. Sa souffrance est indiscutable. Merci professeur. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Installez-vous en toute sécurité devant votre programme avec Modif.fr, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Il est pile 13h sur BFM TV, bienvenue dans le live week-end. Et les vacances commencent ou se terminent mal aujourd'hui pour ces usagers de la SNCF sur la ligne sud-est. Le trafic est interrompu dans les deux sens en ce moment même au sud de Valence en raison d'un incendie sur une aire d'autoroute à proximité des voies de TGV à Montélimar. Vous le voyez, des milliers de passagers sont actuellement bloqués dans les trains, comme Rémi que nous suivons en fil rouge depuis tout à l'heure dans cette galère. La galère aussi sur la route, vous allez le voir avec ces immenses embouteillages, du chassé-croisé entre juilletistes qui rentrent, haussiens qui partent. Plus de 860 km de bouchons sont enregistrés à la mi-journée. Ce samedi qui est classé noir dans le sens des départs au niveau national et rouge dans le sens des retours. Gérald Darmanin en déplacement à la Guillotière à Lyon. Le ministre de l'Intérieur a rencontré tout à l'heure les 3 policiers agressés il y a 10 jours dans ce quartier sensible. On retrouvera Anaïs Krautz en direct pour suivre cette visite boycottée par le maire de Lyon. Et puis, nouvel épisode caniculaire, en tout cas de nouvelles vagues de chaleur attendues sur la France, le réchauffement climatique qui devient une réalité avec des conséquences de plus en plus graves pour la planète. Méga-feux, sécheresse, inondations, comme par exemple dans le Kentucky aux États-Unis. Est-ce que la Terre perd la boule? On posera la question à nos spécialistes. Et ça y est, on y est, c'est le week-end du traditionnel chassé-croisé sur les routes de France. Ça s'en va et ça revient, comme le disait la chanson. Résultat, des routes très chargées depuis tôt ce matin. Il y avait près de 900 km de bouchons enregistrés à la mi-journée. Journée classée donc noire dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Comme on peut le constater au poste de contrôle de l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône. Anne Norban, c'est sur place. Oui, tout à fait. On est au PC Sécurité où il y a près de 200 caméras qui surveillent le trafic en temps réel. Alors, vous le disiez, il y a des chassés-croisés. Et tout à l'heure, quand nous observions ces différentes caméras, on a assisté au départ d'un incendie, d'un feu de végétation autour de l'aire de Montélimar-Est. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place. L'aire d'autoroute n'a pas été fermée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce feu de végétation, il s'est déclenché à proximité d'une voie ferrée, ce qui impacte évidemment tous les TGV qui prennent la direction du sud. De nombreux passagers et voyageurs nous font remonter ces informations sur les réseaux sociaux. C'est ce feu donc de végétation qui est la cause principale des multiples retards sur le réseau ferroviaire, notamment du côté de Valence, mais également de Montélimar. Et on va prendre la direction d'un train pour vous retrouver, Rémi. Depuis 1 heure maintenant, vous nous faites part des perturbations que vous rencontrez, puisque vous êtes concerné par les répercussions de cet incendie qui s'était déclaré donc sur cette aire de Montélimar-Est. Je dis qui s'était, on parle au passé, puisqu'on vient de l'apprendre il y a à peine quelques minutes. La SNCF a annoncé que la circulation des TGV reprenait progressivement et que le feu était fixé. Est-ce qu'on vous en a informé ? Oui, alors écoutez, on est pour le moment à l'arrêt, comme vous pouvez voir. On a fait demi-tour direction Paris, on est à l'arrêt. On attend de retourner sur les voies lentes, pas LGV, puisque les LGV, a priori, sont coupés dans les deux sens. Je suis avec pas mal de passagers de ce TGV au niveau de... Il y a une bonne ambiance, des bouteilles d'eau ont été distribuées, enfin distribuées, mais je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est une petite info en avant-première. Plutôt une bonne ambiance. Clément, tu dis quoi ?
Tout va bien. Tout va bien. Bon, alors pour le moment, ça va bien, mais on attend de repartir dans le bon sens. Oui, vous avez l'air de prendre très très bien la situation. Il faut simplement prendre son mal en patience dans ces cas-là? Bah oui, c'est ça. Bon, après, on s'amuse, non? Oui, on s'amuse. On a des jeux pour le moment. Voilà, on prend notre mal en patience. On va avoir des jeux. Bien. Ouais. Mais Rémi, tout le monde est comme ça dans votre wagon? Vous connaissez tous? Parce que généralement, quand il y a des perturbations à la SNCF, ça a plutôt tendance à attendre un petit peu les passagers quand même. Alors, il y a quelques passagers qui ont quelques crispations parce qu'on manque d'informations. Bon, de temps en temps, tous les quarts d'heure ou 20 minutes, le conducteur est très sympa, il nous indique les manœuvres qu'il va effectuer, mais bon, on n'en sait vraiment pas plus pour le moment, on est toujours à l'arrêt. Et puis c'est vrai que quand même, de faire demi-tour vers Paris, ça faisait un peu bizarre. Ouais, en tout cas, on est bien heureux d'être tombé dans le wagon du bonheur, on va dire, dans ce train. Donc, comme on vous le disait, a priori, la situation va reprendre son cours progressivement. Mais vous nous confirmez que vous avez toujours 2h30 de retard programmé à l'heure actuelle? Pour le moment, oui, mais oui, mais tout le monde est en train de dire au moins. Je pense qu'on s'attend à plus que ça. Oui. Bon, en tout cas, vous le prenez avec vraiment beaucoup de philosophie. Bravo à vous. Évidemment, on continuera de suivre la situation avec vous. Donc après ce petit détour que vous êtes censé faire pour reprendre quand même, vous nous confirmez la bonne direction vers le sud et le début de vos vacances. Voilà ce qu'on voit, c'est les beaux paysages autour de Valence, comme vous pouvez voir. On attend de prendre la vieille ligne lente, mais au moins d'arriver. A priori, on va traverser l'incendie au bout d'un moment, on verra. Un incendie qui est fixé, a priori, donc il n'y aura pas de danger. Et si vous voulez donner les dernières informations à tous vos amis à bord de votre wagon, la circulation selon la SNCF reprend progressivement. Les trains qui étaient prévus donc pour être détournés finalement desserviront bien la gare de Valence-Ville. Et le retour à la normale est prévu d'ici 1 heure. Ça va s'arranger. Minimum. Bon courage à vous, en tout cas, pour cette galère quand même dans les départs ou les retours de vacances. En ce week-end de chassé-croisé, il y a ceux donc, qui partent et ceux qui reviennent. C'est également le cas dans les campings, avec les juilletistes et les haussiens qui se croisent. Nous sommes d'ailleurs ce matin, depuis le début de la matinée, en direct dans un camping alsacien, où on retrouve Marie Luff. Les équipes, depuis tôt ce matin, sont très mobilisées pour aider les vacanciers à repartir ou à accueillir ceux qui arrivent. Ou accueillir précisément, comme vous le voyez juste à côté de moi, Laurence et son mari sont en train de déjeuner. Ils sont arrivés il y a à peine 1 heure ici dans ce camping alsacien entre Colmar et Strasbourg. Ils sont déjà en vacances tout simplement parce que les démarches sont très simplifiées à l'accueil. Écoutez plutôt. Principalement la plaque d'immatriculation du véhicule, la pièce d'identité, notre nom, notre prénom, notre adresse, le nombre de personnes, et puis voilà, c'est tout, quoi. On trouve toujours une place qui plaît à tout le monde. Comme on a un grand camping et tout, il y a toujours une place qui plaît à chacun. Donc non, c'est pas vraiment un casse-tête, on a l'habitude. Alors vous le voyez derrière moi, l'emplacement est très grand, 100 mètres carrés. On trouve toujours de la place, il y a 150 places au total et le camping est rempli environ à 80%. A priori, plus personne n'est attendu cet après-midi car la plupart sont arrivés hier soir. Néanmoins, les gérants de cette structure familiale ne sont pas stressés parce qu'ils la gèrent depuis 50 ans. Ils ont l'habitude de gérer d'avril à septembre les flux de vacanciers. Merci Marie-Luff, en direct de ce camping de Strasbourg donc, qui se prépare à recevoir ses nouveaux vacanciers. Dans l'actualité également, 13h08 sur BFM TV, ce déplacement du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui est à Lyon, 10 jours après l'agression violente de 3 policiers dans le quartier de la Guillotière. Un rendez-vous, une visite qui a commencé par la visite d'un centre de rétention administrative. On voit ça avec vous, Alexis Cuvillier. Une visite qui était très attendue sur place notamment et qui répond à une situation un peu difficile dans le quartier de la Guillotière. Oui, une situation qui est connue des autorités, qui a été dénoncée déjà à plusieurs reprises, notamment par la droite. Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse s'étaient rendus pendant la campagne présidentielle dans ce quartier de la Guillotière. Une visite brève pour constater les difficultés, en effet, qui existaient déjà depuis de longs mois dans ce quartier. La particularité, c'est que c'est une délinquance de centre-ville. On est là tout près de la place Bellecour, tout près
du cœur de Lyon. Et c'est ce qui interpelle beaucoup de connaisseurs de la ville dans cette situation. Le ministre de l'Intérieur arrive avec une annonce, celle à terme de 570 policiers supplémentaires. À terme, c'est-à-dire plutôt en 2023. C'est un effort inédit en termes d'effectifs, selon le ministre de l'Intérieur, qui s'exprimait dans les colonnes du Progrès. Vous l'avez dit ce matin, il y a eu l'inauguration d'un centre de rétention administrative, nouveau centre de rétention administrative pour prendre en charge ces délinquants étrangers. C'est un point sur lequel insiste beaucoup le locataire de Beauvau, en expliquant que 35% des actes de délinquance dans la métropole lyonnaise sont commis par des personnes étrangères. D'un point de vue plus national sur cette question, Gérald Darmanin a annoncé mardi la présentation à la rentrée d'un nouveau texte, une nouvelle loi pour lutter contre les réserves législatives qui empêchent l'expulsion du territoire des étrangers délinquants. C'était une promesse de campagne du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui avait dit qu'il fallait plus de moyens pour renvoyer ces délinquants et limiter les voies de recours. C'est un sujet, bien sûr, où l'opposition de gauche et notamment la NUPES est très remontée contre l'exécutif. Elle estime qu'il n'y a pas une lutte efficace sur ces sujets, en tout cas pas avec les bonnes armes, trop dans l'offensif, alors que le maire de Lyon explique qu'il va boycotter cette visite de Gérald Darmanin en disant que les effectifs qui étaient annoncés de longue date ne sont pas encore arrivés et qu'il faut plus globalement, ça c'est aussi quelque chose que constatent les habitants sur place, peut-être des réponses plus adaptées aussi en termes de rénovation, de restructuration de ce quartier et qu'il ne faut pas être dans la réponse du tout répressif. Merci Alexis. Vous le disiez, la mairie de Lyon dénonce une opération de communication de la part du ministre de l'Intérieur. C'est ce que nous disait tout à l'heure la maire du 7e arrondissement de Lyon. La visite aujourd'hui du ministre, elle est très portée sur la politique avec un député LR et puis la communication. Nous, le message qu'on souhaite envoyer aujourd'hui, c'est que depuis 2 ans qu'on est élu, Grégory Doucet et toute son équipe, pour nous, la guillotière, c'est notre quotidien. Et c'est pas uniquement le jour de la visite d'un ministre qu'on s'en préoccupe. Sur la sécurité, ce qu'on dit, c'est qu'il nous faut des forces de police présentes sur le terrain. C'est le cas, notamment notre police municipale qui est là le matin et qui est ensuite relayée par la police nationale. Mais par contre, on manque d'effectifs et c'est ça qui est demandé aujourd'hui au ministre de l'Intérieur. Fanny Dubourg, vous-même habitez dans le quartier de la Guillotière. C'est en tout cas ce que l'adjoint du maire de Lyon nous a dit tout à l'heure. Vous nous le confirmez. Est-ce que justement, en tant que riveraine de ce quartier, vous constatez au quotidien ce manque cruel de forces de police ? Oui, tout à fait. Moi, j'y habite depuis 9 ans et je vois les évolutions quotidiennes. Ce qui se passe, c'est que effectivement, depuis que la police municipale et la police nationale sont coordonnées, sont présentes, on voit des accalmies sur la place, mais ce n'est jamais suffisant, notamment en cette période estivale, début juillet, on a vu un petit peu des flottements. Et donc, nous, notre police municipale est bien présente. On recrute d'ailleurs. La ville de Lyon fait des efforts considérables pour recruter des nouveaux policiers municipaux, plus 37 cette année, mais on a encore besoin de présence policière, mais on a aussi besoin d'autres politiques publiques et c'est ce à quoi s'emploie également la ville de Lyon et la métropole de Lyon en termes d'aménagement, en termes d'accompagnement social, en termes de santé, en termes de commerce. 13h12 sur BFM TV. L'actualité, ce sont ces températures qui vont une fois de plus dépasser les 30 degrés. Ça va commencer aujourd'hui dans certaines régions et c'est reparti pour durer quelques jours un peu partout en France. La France qui va donc vivre sa 3e vague de chaleur de l'été. Les détails de Guillaume Séché. Peut-être pas canicule, mais en tout cas vague de chaleur. On aura un pic de chaleur mercredi, ça sera vraiment très très difficile. En fait, ça va aller crescendo. La chaleur ne nous a jamais vraiment quittés. En fait, réellement, elle est au port de la France, actuellement au sud et au sud-est. Il fait très très chaud actuellement en Espagne, par exemple. Jusqu'à 40 degrés en Andalousie. Et donc, cela va aller crescendo. Alors, cet après-midi, on aura les températures qui ne seront pas trop excessives, on va dire aux alentours de 30 degrés. 31 degrés par exemple sur Paris, 34 à Marseille. Demain, ça va commencer vraiment à chauffer, notamment dans le sud-est, 36 degrés à Marseille. Et c'est surtout donc à partir de lundi, mardi, qu'il fera vraiment très chaud sur quasiment tout le pays. On aura plus de 30 degrés largement en moyenne sur la France lundi. Mardi sera une journée extrêmement chaude dans le sud-ouest,
avec des pointes à 40 degrés. 40 degrés également en basse vallée du Rhône. Et puis progressivement, donc, cette chaleur va remonter vers le nord-est, quasiment jusqu'en Ile-de-France. Il fera jusqu'à 34-35 degrés à Paris. En tout cas, on aura jusqu'à 38, voire davantage dans le nord-est. Ensuite, ça va se calmer progressivement. Mais attention, car cette sécheresse va encore s'étendre. On est déjà à 92 départements connaissant des restrictions d'eau, quasiment toute la France en fait. Seul Paris ainsi que la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine ne sont pas concernés. D'ailleurs, une sécheresse record, vraiment cette année. Il faut savoir que les sols superficiels n'ont jamais été aussi secs depuis le début des mesures en 1957. Donc on est au-dessus de 1976 et au-dessus de 2003. Et lorsqu'on compare donc les deux images satellites, donc celle de l'année dernière à la même époque à gauche et celle de cette année, on voit que les campagnes sont beaucoup plus jaunes. Du ciel. Ouais, sont beaucoup plus jaunes cette année. Et avec cette chaleur, la sécheresse et le vent, c'est un week-end à haut risque sur le front des incendies. Dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, tous les massifs forestiers sont fermés. 25 massifs au total interdits au public. Les autorités appellent à la plus grande prudence. Prudence aussi en Corse, où les chasseurs sont mobilisés pour surveiller les départs de feu. Élise Breteau est sur place. Les chasseurs sont appelés en renfort sur toute l'île pour signaler tout départ de feu, car ici, tous les massifs forestiers sont concernés par la sécheresse. Et ces forêts, les chasseurs, évidemment, les connaissent bien. Du nord au sud, le maquis est très sec. Il a même roussi par endroits. Il faut dire qu'il n'a quasiment pas plu depuis 3 mois. Ici, les départs de feu sont presque quotidiens, mais pour l'instant, heureusement, rapidement éteints grâce au quadrillage des pompiers et au largage des moyens aériens. Aujourd'hui encore, 3 massifs forestiers sont fermés en raison d'un risque incendie jugé très sévère. La forêt de Bonifat, près de Calvi, la partie ouest des Agriates et le Fang. Interdiction de circuler et bien sûr interdiction d'emploi du feu. Il est plus largement recommandé à tous de la plus grande prudence si vous vous trouvez en montagne aujourd'hui. Des températures et une sécheresse inédite à l'échelle du pays tout entier. C'est ce que souligne Patrick Marlière, météorologue et président d'Agathe Météo sur notre antenne. C'est vraiment du jamais vu. On est en train de battre tous les records. C'est le mois le plus sec, le moins de précipitations. Donc évidemment, la situation est un peu catastrophique et il semble que ça va durer puisque on l'annonce effectivement cette vague de chaleur, la 3e qui arrive la semaine prochaine. Et à vrai dire, on ne voit pas la fin puisque les tendances en dehors des orages qui pourraient subvenir à partir de la fin de la semaine prochaine, eh bien, il y a de nouveau des vagues de chaleur qui pourraient revenir sur la France d'ici la fin du mois d'août. Le réchauffement climatique affole l'atmosphère et provoque ces phénomènes extrêmes. Alors, on le voit, le Kentucky qui avait déjà été touché il y a 6 mois par des tornades extrêmement violentes, les plus violentes aussi jamais observées dans ce secteur, et puis les pluies torrentielles qui se sont abattues depuis mercredi. Alors, c'est l'équivalent, pour comparaison, peut-être des plus forts épisodes cévenols que l'on touche sur le sud de la France en Occitanie. Donc, voilà, des quantités d'eau impressionnante, 300 litres par mètre carré, évidemment. Et la configuration géographique, eh bien, malheureusement, a provoqué ce que l'on a vu, c'est-à-dire ces inondations, ces cours d'eau qui se transforment en rivières, ces averses orageuses qui se déversent et qui provoquent ces inondations. Donc voilà, une situation qui est vraiment très inquiétante. Et puis évidemment, avec ce type de situation, elle peut se renouveler. Et l'inquiétude aussi en France, puisque la Méditerranée a des températures très élevées. On voyait tout à l'heure avec votre météo des plages, près de 30 degrés en Méditerranée. Bah évidemment, avec une Méditerranée aussi chaude, donc eh bien évidemment, les phénomènes cévenols qui touchent le sud de la France pourraient se reproduire et de façon assez violente aussi au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc évidemment, on reste en vigilance et on surveille ces événements sur la France. On évoquait donc cette catastrophe naturelle aux États-Unis, ces pluies torrentielles qui ont provoqué inondations, coulées de boue et glissements de terrain dans le Kentucky. Selon les derniers bilans, moins 25 personnes sont mortes dans ces intempéries. Aux États-Unis, pour les dernières infos, on retrouve notre correspondante Lubna Naki. Oui, et l'alerte inondation est toujours en vigueur à l'heure actuelle dans l'est du Kentucky. Le niveau des eaux est au maximum et il reste des zones entières difficiles, voire impossibles d'accès, car les infrastructures ont été fortement endommagées. Des routes entières, des ponts ont été emportés par les pluies torrentielles, ce qui rend le travail des équipes de secours très compliqué sur le terrain. Leur seul moyen de se déplacer pour évacuer les habitants, eh bien, ce sont les hélicoptères ou les bateaux. Il y a eu une 50aine de sauvetages aériens, des centaines de sauvetages par bateau ces dernières heures. Il faut aussi savoir
savoir que les installations de téléphonie mobile sont endommagées, le courant est coupé. Et ce vendredi, le président Biden a déclaré l'état de catastrophe naturelle pour le Kentucky, justement pour faciliter l'envoi de renforts et de moyens supplémentaires. À l'heure actuelle, il est encore très difficile pour les autorités d'évaluer vraiment la situation avec exactitude. Et le gouverneur de l'État a déclaré que le bilan pourrait s'alourdir dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Il s'agit là des pires inondations de l'histoire du Kentucky, alors que dans le reste du pays, eh bien, on enchaîne les phénomènes météorologiques extrêmes. Le week-end dernier, sur la côte Est, c'était une vague de chaleur avec des températures records. Et en ce moment même, sur la côte Ouest, en Californie, des incendies sont toujours actifs et menacent notamment le parc national de Yosemite. Patrick Marlière, on revient avec vous. On a une question. Est-ce que finalement la planète devient folle ou est-ce que clairement ce sont là aussi les effets du changement climatique ? Il y a un peu des deux, puisque effectivement le réchauffement climatique affole l'atmosphère et provoque ces phénomènes extrêmes. Alors on le voit, hein, le Kentucky qui avait déjà été touché il y a 6 mois par des tornades extrêmement violentes, les plus violentes aussi jamais observées dans ce secteur, et puis les pluies torrentielles qui se sont abattues depuis mercredi. Alors c'est l'équivalent, pour comparaison, peut-être des plus forts épisodes cévenols que l'on touche sur le sud de la France en Occitanie. Donc voilà, des quantités d'eau impressionnantes, 300 litres par mètre carré, évidemment. Et la configuration géographique, eh bien, malheureusement, a provoqué ce que l'on a vu, c'est-à-dire ces inondations, ces cours d'eau qui se transforment en rivières, ces averses orageuses qui se déversent et qui provoquent ces inondations. Donc voilà, une situation qui est vraiment très inquiétante. Et puis évidemment, avec ce type de situation, elle peut se renouveler. Et l'inquiétude aussi en France, puisque la Méditerranée a des températures très élevées. On voyait tout à l'heure avec votre météo des plages, près de 30 degrés en Méditerranée. Ben évidemment, avec une Méditerranée aussi chaude, hein, donc eh bien évidemment, les phénomènes cévenols qui touchent le sud de la France pourraient se reproduire et de façon assez violente aussi au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc évidemment, on reste en vigilance et on surveille ces événements sur la France. 13h20 à suivre sur BFM TV. Nous ferons le point sur la situation en ce week-end de grand chassé-croisé entre juilletistes et haussiens et cette situation de ces 3 trains TGV qui étaient interrompus du côté de Valence. La circulation va donc pouvoir reprendre progressivement, a annoncé la SNCF après une première interruption, et les gares de Valence vont pouvoir être desservies correctement. Valence-Ville, on fera le point dans quelques minutes. À tout de suite. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 10 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Il suffit d'un peu de lumière en plus pour se sentir mieux chez soi. Chez K-Line, nos fenêtres vous offrent 15% de lumière en plus. Et la lumière vous offre tout le reste. K-Line, la fenêtre lumière. Docteur Richier, quels sont les effets de la corrida sur les enfants ? L'enfant risque d'être profondément choqué en voyant des animaux subir des blessures répétées. Et il peut aussi s'accoutumer à la violence et au sang, avec des conséquences sur sa personnalité. Professeur Courreau, et le taureau alors ? Comme l'humain, le taureau ressent la douleur. Durant la corrida, il est percé de toutes parts par des pics et des lames. Sa souffrance est indiscutable. Merci, professeur. Les grands de la Formule 1. Collectionnez les modèles les plus spectaculaires pour la première fois à l'échelle 1/24e. Le numéro 1, 14,99 € chez votre marchand de journaux. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Qu'est-ce que tu fous, lutin 44? Tu joues avec des moufles ou quoi? Ils vont manger leur short, gros soutien. Ça va être hot saucisse version sauce samouraï. Bonjour. Les lentilles.
Bon, les nous, faut que je vous laisse. Hein. Bah, bienvenue. La déconnexion totale ici. J'imaginais même pas. Oh, c'est joli. Votre vie avance, notre réseau aussi. Orange. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Ce gummy n'est pas un bonbon. C'est un bon boost pour fortifier et densifier vos cheveux. Le bon boost, c'est Nova Boost. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. La Citroën C4 WRC 2008 de Sébastien Loeb. Montez pas à pas cette légende du rallye. Le numéro 1, 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux. Bon, on va retourner chez McDo. Les verres Coca-Cola font leur comeback en musique chez McDonald's. Un verre Coca-Cola offert pour l'achat d'un menu Maxi Best-of. – 13h25, le journal des sports, Ilia Grandjean. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Salut Lia. Bonjour à tous. C'est jour de reprise pour la Ligue 2 et on va surveiller de près les Girondins de Bordeaux qui ont vécu une pré-saison très particulière. Oui, parce qu'ils ont appris mercredi qu'ils étaient finalement maintenus en Ligue 2. Ça s'est joué à quelques minutes près et pas rétrogradé en National 1 comme ça avait été le cas au départ pour des problèmes financiers finalement sauvés par le CNOSF et le comité exécutif de la Fédération française de football. Bordeaux jouera bien en Ligue 2. Soulagement pour le personnel du club, pour les joueurs et pour l'entraîneur David Guillon qui était assez confiant tout de même. J'avais régulièrement mon président au téléphone et on avait confiance dans la direction. On sentait que plus ça allait, plus ça sentait bon, qu'il y avait vraiment des arguments très clairs et solides qui renforçaient à chaque fois le dossier. Oui, la descente en Ligue 2, c'était déjà un petit traumatisme forcément pour les supporters parce que ça faisait très longtemps que Bordeaux n'avait pas connu la deuxième division. Fallait remonter à 1991-92. Le programme avec Bordeaux-Valenciennes à 19h, place au terrain, vous voyez tout le programme, ça finira lundi et on surveillera aussi de près le match à 15h. Entre Dijon et Saint-Etienne. Saint-Etienne, autre institution du foot français qui est en Ligue 2 après une fin de saison cauchemar en Ligue 1 l'an passé, une défaite dans les barrages, les débordements des supporters, des sièges brûlés et puis 3 points de perdus, 3 points de suspension au classement pour les Stéphanois. Difficile donc de se voir déjà comme un favori à la montée pour Laurent Batles. On n'est pas favori, on est déjà à moins de 3 par rapport aux autres. Et il va falloir déjà revenir dans une certaine forme de positive au niveau des points. Avant de parler de favoris, je pense qu'il y a beaucoup plus d'équipes que nous qui sont favoris. Parce que nous, obligatoirement, en étant à moins de 3, on n'est même pas encore dans le championnat par rapport aux autres. On va essayer d'être ambitieux pour essayer d'aller prendre 2 points le plus rapidement possible. Et du cyclisme maintenant, puisque ça y est, on approche de l'épilogue pour le Tour de France femmes. Il ne reste plus que 2 étapes. Oui, 2 étapes les plus dures. Il y a 8 étapes en tout dans cette première édition du Tour de France Femmes. Et là, la route va s'élever sur les 2 dernières étapes. Hier, étape en Alsace qui a souri à Marianne Vos, la maillot jaune. Une étape animée par une Française, Marie Lenette, très offensive dans le groupe de 13 à l'avant et qui a été reprise seule à 5 km de l'arrivée au sprint la plus forte. C'est Marianne Vos, la néerlandaise, 2e victoire d'étape pour elle dans ce Tour. Parfait pour l'instant pour elle. C'est vraiment une course incroyable. Bien sûr, arriver sur cette fin de semaine avec cette victoire d'étape et de conserver mon maillot jaune à ce moment de la course, c'est une très bonne chose, c'est génial.
Je vous le disais, la route va s'élever à partir d'aujourd'hui. On est toujours en Alsace pour cette 7e et avant-dernière étape entre Sélestat et le Markstein. 3 difficultés classées en première catégorie. Et pour terminer, le Grand Ballon, c'est le point culminant des Vosges. On est presque à 1400 mètres d'altitude. Et puis dimanche, dernière étape avec la très difficile montée vers la super planche des Belles Filles. Il y a des pourcentages à plus de 24%. Ça va être très dur. Et c'est sur ces 2 dernières étapes que le classement général de ce Tour de France Femmes va se jouer. On le rappelle, c'est la première édition. Ouais. On est fiers en tout cas de voir cette nouvelle édition. Évidemment. Avec l'arrivée en altitude, ça change les Champs-Élysées. Elles sont parties de Paris et elles arrivent à la montagne. Merci bien. Ça joue pas bien. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. La météo, c'est avec Guillaume Séchet. Prenez la direction de votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. La météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Un temps estival aujourd'hui, mais sans excès. Profitez-en, car ça ne va pas durer avec donc cette chaleur à nos portes. On la voit, cette chaleur qui nous vient tout droit d'Afrique du Nord. Donc, elle va peu à peu envahir toute la France en début de semaine prochaine, avec donc un ciel dégagé quasiment partout cet après-midi, sauf peut-être dans le sud-ouest ainsi que sur la pointe de la Bretagne. Des températures donc encore respirables. 31 degrés à Paris, quand même 34 à Marseille. Et demain, ça se réchauffe de nouveau par le sud, avec donc ce ciel dégagé, sauf près de la Manche, quelques nuages, 23 degrés à Cherbourg, mais jusqu'à 36 degrés à Marseille. Dans 8 secondes, vous êtes arrivés. C'était votre programme avec Ulysse, la solution de télépéage, recharge électrique et stationnement. C'était la météo avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Il est 13h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour le live week-end. À la une, ce début ou cette fin de vacances perturbée pour les usagers de la SNCF dans le sud-est. Le trafic a été interrompu dans les 2 sens au sud de Valence en raison d'un incendie sur l'aire d'autoroute de Montélimar-Est, tout près des voies TGV. Mais la SNCF, bonne nouvelle, annonce un retour progressif de la circulation des 3 trains concernés et la desserte de la gare de Valenceville. Nous serons dans un instant avec Rémi, l'un des passagers de l'un de ces trains. La galère aussi sur les routes avec ces immenses embouteillages du chassé-croisé. Plus de 800 km de bouchons enregistrés à la mi-journée. Ce samedi est classé noir dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. 10 jours après l'agression de 3 policiers à Lyon dans le quartier de la Guillotière, Gérald Darmanin est en visite dans la ville. Nous suivons le déplacement du ministre de l'Intérieur qui récemment a soulevé la polémique autour de l'expulsion des délinquants étrangers. Il a d'ailleurs visité un nouveau centre de rétention administrative avant d'aller à la rencontre des habitants de la Guillotière. Ce sera cet après-midi. Mais tout d'abord, ces départs ou ces retours de vacances selon qui sont perturbés en cette mi-journée. Un incendie s'est donc déclaré sur une aire d'autoroute près de Montélimar, aux abords d'une ligne de TGV. Le feu est désormais fixé. Mais cet incendie a provoqué de grosses perturbations sur le réseau SNCF Sud-Est. Un trafic interrompu dans les 2 sens un temps au sud de Valence. 3 TGV sont retrouvés bloqués en pleine voie. À bord de l'un de ces TGV, on vous retrouve, Rémi. Vous êtes l'un des passagers qui ont fui, que l'on suit en fil rouge depuis le début de cet incident. Rémi, on a une bonne nouvelle puisque donc la SNCF annonce un retour à la normale à 14h. Vous en êtes où, vous, de votre périple ? Alors, écoutez, on est toujours sur la LGV qui était censée être bloquée. Mais regardez, mon TGV est à l'arrêt et en face, on a un autre TGV qui est également à l'arrêt, qui vient d'arriver. Donc pour le moment, là, il y a un bouchon sur cette LGV. Détention au niveau du bar puisqu'il n'y a plus à manger. On devait arriver à 11h à Avignon. Bon, il est 13h30, les gens ont faim, j'imagine. Donc, quelques tensions au niveau du bar. Bon, pour le moment, on garde son sang-froid. On espère repartir dans le bon sens justement, toujours sur cette LGV, puisque, a priori, elle est rouverte, alors qu'au départ, on devait prendre l'ancienne ligne non grande vitesse. Voilà pour le moment où on en est. 2h30 de retard, mais je pense qu'on sera à plus que 2h30, comme ils l'ont annoncé d'ailleurs. Alors, on a ensuite eu un autre problème, c'est que le mécano nous annonçait que le TGV était aussi en panne. Donc, il est aussi en train de le réparer. Bon.
Grosse galère quand même, hein. Vous souhaite bon courage, cher Rémi, et tous les passagers donc, qui se sont retrouvés bloqués à bord de ce train en pleine voie. C'est tout le trafic SNCF sur ce réseau sud-est qui a été perturbé depuis la fin de la matinée. On va retrouver tout de suite Anne-Laure Bance en direct de la gare de Valence. La SNCF annonce un retour à la normale dans les prochaines minutes. Est-ce vraiment le cas sur place ? Écoutez, la situation elle est encore un peu floue ici à Valence-Ville. Beaucoup de voyageurs sont sans information. Un début ou un retour effectivement de vacances qui commencent mal. Certains ont enregistré seulement 45 minutes de retard. Je vous dis seulement parce que d'autres sont bloqués depuis 3 heures dans leur train ou ici en gare. Je vous propose d'écouter certains voyageurs que nous avons pu interroger grâce à Nicolas de Rossi. Et coincé à Valence-Ville sans aucune information et on attend. Je suis censée aller à Perpignan rejoindre de la famille, donc j'ai pris mon train ce matin à Grenoble et j'avais une correspondance à Valence TGV et on s'est fait envoyer à Valence-Ville pour récupérer le TGV à cause de l'incendie. J'ai 2 petits-enfants à récupérer qui viennent de Montpellier. On m'a annoncé une récupération à la gare de TGV. On m'a annulé cette réception. On m'a dit que c'était sur Valence-Ville. On est à Valence-Ville. On n'a pas d'informations. On ne sait pas où sont nos petits-enfants. Voilà. Peu d'informations donc ici en gare de Valence-Ville où de nombreux TGV ont été détournés. Les voyageurs cherchent tant bien que mal la bonne voie pour se rendre soit à Paris, soit dans le sud pour leurs vacances. Ces retards, ils sont dus notamment à un début d'incendie de végétation à proximité de l'aire de Montélimar-Est. Le feu est désormais fixé. 3 hectares sont partis en fumée, mais la SNCF officiellement annonce que de son côté, le trafic reprendra progressivement normalement aux alentours de 14h. Merci pour ces précisions, Anne-Laure Bance, avec Nicolas de Rossi en gare de Valence-Ville pour BFM TV. Voilà les complications du côté du sud-est. Alors comment ça se passe pour les passagers qui, eux, prennent la direction de l'ouest du pays, direction la gare de Montparnasse, Paris-Montparnasse, où on va voir que pour gérer tout ce monde, puisque la SNCF attend 1 million de passagers, de voyageurs pour tout ce week-end de chassé-croisé, on s'organise et on utilise des renforts pour aider tout ce monde. Tout se passe bien pour le moment ici à la gare Montparnasse. Tous les trains sont à l'heure et sont bien présents. Et oui, il y a énormément de monde à l'intérieur. Il faut dire qu'on attend 1 million de voyageurs dans toutes les gares de France dans le week-end. Et comme vous le disiez, il y a beaucoup de renforts à l'intérieur pour que tout se passe bien. Des agents qui sont là pour conseiller, pour guider les voyageurs jusqu'à leur train pour que tout se passe dans le calme. Mais certains Français, cette année, ont décidé d'anticiper leurs vacances pour que tout se passe bien, décidé de prendre leur billet en avance. Je vous laisse les écouter au micro de Margot Sève. Je me suis prise 2 mois à l'avance pour prendre les billets, déjà les payer moins cher et être sûr qu'ils ne soient pas complets. On s'est pris au moins 1 mois et demi, 2 mois pour les prix et puis pour pas qu'il y ait plus de place en fait. Juste pour qu'il y ait de la place pour le train, déjà c'est pas mal. Les prix montent vite donc c'est pour ça qu'on les prend à l'avance pour être sûr que ce soit pas trop cher. Pour nous. Les billets de train, on s'y est pris début juin, histoire d'avoir des prix pas trop chers et d'être possiblement à côté. Mais pas d'inquiétude pour ceux qui n'ont pas encore réservé leur billet de train. Il reste encore 6 millions de billets longue distance pour le mois d'août. Il faudra juste être un peu plus flexible sur la date et les heures de votre départ. Dans l'actualité, on en vient à présent à cette image plutôt embarrassante pour le gouvernement. Ces voitures vides, laissées moteur allumé pour faire fonctionner la climatisation en plein Conseil des ministres, c'était hier. Alors que Elisabeth Borne avait ordonné à tous ses ministres quelques jours plus tôt de l'exemplarité en matière de sobriété énergétique. Olivier Véran, lui, le nouveau porte-parole du gouvernement, admet une faute manifeste. Alexia Poignet, Guillaume Barqui. Des voitures à l'arrêt avec un moteur allumé durant tout le Conseil des ministres. Difficile pour le gouvernement de s'appliquer ses propres recommandations sur la sobriété énergétique. En conférence de presse, Olivier Véran ne cherche même pas d'excuses. Bien sûr, évidemment, mais vous avez raison. Vous savez, à partir du moment où on dit aux Français, l'État, les ministères, les administrations centrales et territoriales vont montrer l'exemple, à chaque fois qu'on ne le fera pas, vous ne nous raterez pas. Vous savez quoi ? Tant mieux, parce que c'est ça qui accélérera notre changement de comportement à tous. Et c'est un objectif partagé. Une image, quelques semaines après les efforts demandés aux Français pour consommer moins. On s'habitue, malheureusement, parce que c'est la pratique commune. Quand j'ai commencé à m'investir en politique en 2010, je prenais des photos que j'envoyais à mes copains avec une ribambelle de voitures noires.
tous les moteurs allumés en permanence, été comme hiver, certaines garées sur des places handicapées, y compris quand on allait inaugurer des pistes cyclables. Elisabeth Borne avait elle-même demandé dans une circulaire du 25 juillet l'exemplarité à ses administrations. Mais selon cette communicante, les ministres peuvent aller plus loin. Pourquoi est-ce que nos ministres ne feraient pas un petit peu comme les hommes politiques du nord de l'Europe, en Suède, au Norvège ou même au Danemark, où ils utilisent un petit peu plus le vélo ? Selon des membres de la majorité, la consigne de ne plus faire tourner les moteurs pendant le Conseil des ministres avait été donnée il y a 2 semaines. Consigne non respectée. Faites ce que je dis parce que je fais. Donc, pour cette porte-parole Europe Écologie Les Verts, cette séquence illustre l'inaction du gouvernement en matière d'écologie. Malheureusement, non, ça ne m'étonne pas et ça m'étonne encore moins de la part de ce gouvernement. C'est quelque chose qui avait été déjà dénoncé il y a plusieurs années. C'est peut-être aussi un symptôme du renouveau du débat politique d'aller chercher la petite bête, y compris sur les questions de consommation énergétique. Alors comment, selon vous, les Français peuvent-ils prendre au sérieux les efforts que le gouvernement leur demande de faire dans ces conditions ? Très difficilement, parce qu'en plus, on est en train de débattre de la climatisation de quelques berlines dans la cour de l'Assemblée ou la cour de Matignon ou la cour de l'Élysée. Mais ce n'est pas encore à ce niveau-là qu'on attend le gouvernement. Bien sûr, on a besoin qu'elle et il soient irréprochables, y compris dans l'utilisation des moyens publics, dans l'exercice de leurs fonctions. Mais on préférerait par exemple aller taxer les quelques milliards de profits que fait Total sur l'année écoulée. On a besoin d'une action beaucoup plus décisive et qui sorte de cette idée qu'il s'agirait uniquement d'une somme de responsabilités individuelles. C'est ce que j'allais vous demander, parce que bon, laisser les moteurs allumés pour la clim, évidemment, ça ne fait pas du bien au climat, mais c'est peut-être un détail dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un détail, c'est un symbole, et les symboles comptent en politique. Mais par exemple, ce que je reprocherais plus encore à ce gouvernement que de donner de mauvais signaux, c'est d'avoir complètement vidé de sa substance les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Parce qu'en agissant sur le poids des voitures, sur leur consommation, en agissant même sur la limitation de la vitesse des voitures sur autoroute, là, on permet de faire des économies d'énergie massives, on permet de réduire la pollution, on permet d'améliorer la santé de chacun et chacune, et là-dessus, le gouvernement est totalement absent. Alors on le sait maintenant, tous les membres du gouvernement, tous les politiques vont être scrutés de près dans leurs actions par les Français. Est-ce que du côté d'Europe Écologie Les Verts, on est absolument exemplaire en matière de sobriété énergétique ? Je pense qu'en tout cas, en termes de propositions, nous sommes celles et ceux qui sont les plus au point. Après, si vous me demandez combien de temps chaque élu, chaque militante écolo passe sous la douche chaque matin, j'aurais bien du mal à vous répondre. Mais ce qui est important aussi à rappeler, c'est que ça, c'est quelque chose qui relève de l'éthique, de l'exigence du modèle qu'on pourrait avoir chacun et chacune dans sa vie. Mais ça n'est pas ça qui fera une grande politique publique. 13h41, on en vient à cette autre actualité. Il risque 116 ans de prison. Accusé de cybercriminalité par le FBI, le Français Sébastien Raoult, 21 ans, est détenu depuis près de 2 mois dans une prison de Rabat au Maroc. Alors la famille du jeune Vosgien dénonce l'inaction de la justice française et clame l'innocence de Sébastien. L'avocat de son père nous donne des nouvelles du jeune homme. Les conditions de détention de Sébastien sont des conditions de détention marocaines. Sa dignité est respectée. Évidemment, personne ne souhaite être en prison. Donc, comment il va ? Il a de l'espoir. Il avait de l'espoir dans la justice française parce que on lui avait expliqué qu'il était étrange que les Américains demandent son extradition, alors que, suivant les pièces extraditionnelles, il nous a été confirmé que ce sont des faits reprochés qui auraient été commis en France par 3 personnes de nationalité française, dont Sébastien Raoult, qui, évidemment, nie farouchement les faits. La famille de Sébastien, on a entendu son père à l'instant, dénonce une inaction de la justice française dans ce dossier. Pourquoi ? Est-ce que vous avez fait des demandes auprès de la justice française ? Alors, déjà, si Sébastien Raoult était en France, sur la base des indices fournis par les autorités judiciaires américaines, il devrait être poursuivi en France avec les 2 autres personnes mises en cause dans la demande extraditionnelle française, américaine. Mais ce qui est extraordinaire dans cette affaire, voire stupéfiant, c'est que il y aurait, parce que depuis la médiatisation de tout cela, il y aurait eu des personnes impliquées dans la demande d'extradition française qui ont été placées en garde à vue en France
pour le compte des autorités judiciaires américaines. Grosso modo, la France aurait fait de la sous-traitance pour les Américains, alors que les faits ont été commis en France, alors que les personnes sont de nationalité française. Et voilà que Sébastien Roux se retrouve en prison au Maroc avec un risque d'extradition à Seattle, à 8000 km du lieu de commission d'infraction, des preuves, des faits et de l'enquête. Encore plus grave, c'est la raison pour laquelle vous donc refusez cette demande d'extradition des États-Unis. Vous souhaitez qu'il soit jugé en France. Mais est-ce qu'au Maroc, pour qu'on comprenne bien, où il est encore en détention, est-ce qu'un procès est prévu au Maroc ? Non, le seul fossé qu'il peut y avoir au Maroc, c'est savoir si l'autorité judiciaire marocaine accepte ou non, donne un avis favorable ou non à la demande d'extradition américaine. Ensuite, il appartiendra aux autorités gouvernementales marocaines d'accepter ou de refuser la demande d'extradition vers les États-Unis. Mais nous, ce qui nous paraît parfaitement logique, c'est qu'on ne juge pas quelqu'un à 8000 km du lieu de commission d'infraction, également pour des raisons humaines. Imaginez bien que Sébastien Roux, s'il était extradé vers les États-Unis, serait exposé à une peine stratosphérique, serait loin de sa famille, privé de tout et également privé d'un procès équitable, parce que comment celui-ci pourrait se défendre si les preuves de son innocence seraient en France. Par contre, j'interpelle le ministre de la Justice, s'il y a eu des investigations en France pour le compte des Américains, il est forcément au courant parce que c'est lui qui accepte ou refuse ça. Moi, je demande très solennellement au ministre de la Justice de demander l'extradition de Sébastien Roux sur la base d'une procédure judiciaire française. 13h45 sur BFM TV, tout autre chose. On vous parle évidemment des vacances et c'est également d'actualité. On vous emmène du côté de l'Est de la France, en Alsace, aujourd'hui pour une balade très originale, vous allez voir, puisqu'elle se fait pieds nus. Ah bon ? Une balade pieds nus ? Oui, c'est une expérience sensorielle en fait, à travers champs, sur un sentier qui est composé d'une vingtaine de textures différentes. L'idée, c'est de pouvoir ressentir la nature et se reconnecter avec elle, bien sûr. Reportage, Kevin Drouan et Emeline Darcourt, juste après ça. Si tu as envie d'un appart, City. Votre programme avec Citia Immobilier. La boue, c'est ce que ces enfants ont préféré dans leur promenade. Pourquoi vous aimez bien la boue ? Parce que c'est relaxant. Relaxant parce que cette boue, ils l'ont foulée avec leurs pieds nus, comme tous les promeneurs qui empruntent ce sentier d'1,5 km dans la plaine d'Alsace. Sensation à chaque étape. C'est froid. Ici, les cailloux ronds, le bois, puis la paille. La paille, c'était agréable. De nos jours, on marche en claquettes ou en chaussures, maintenant en pieds nus, voilà. C'est bien aussi. C'est chouette, il fait bon. On trouve d'autres sensations et justement on se rend compte qu'on marche pas souvent pieds nus parce que le moindre truc, la moindre aspérité, on la sent. Et c'est dans un super endroit, un super contexte. Carole, elle, connaissait déjà le sentier pieds nus, elle y emmène sa famille. Alors moi je marche toujours pieds nus, donc moi, c'est vrai que c'est mon quotidien moi. Ouais. Ah oui, d'accord, okay. Du coup j'aime le faire partager parce qu'effectivement c'est des sensations sympas. Le sentier est entretenu par les bénévoles de l'association La Maison de la Nature du Ride et de l'Alsace centrale. Il est gratuit et conçu comme une sensibilisation à l'environnement. Notre but, notre mission à la Maison de la Nature, c'est d'éduquer tous les publics à la nature et à l'environnement. Et donc, c'est un des moyens qu'on a trouvé pour remplir cette mission qui est vraiment importante à nos yeux. Tout était bien. Et passer du temps avec vous. La balade a été un moment heureux, elle se termine et maintenant, chacun retrouve ses chaussures. Si tu as envie d'un appart, City. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Votre rendez-vous de l'été sur BFM TV, c'est l'heure de Ma recette avec un chef. On retrouve Apolline de Malherbe derrière les très beaux fourneaux du Georges V auprès de son chef pour nous préparer aujourd'hui un bar au lait ribot avec une petite pointe de caviar quand même. On ne s'embête pas. Apolline de Malherbe dans un instant. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Aujourd'hui, c'est le jour du poisson avec Christian Lesquer. Bonjour Christian. Bonjour Apolline, Christian, bienvenue dans ma cuisine. Grand bonheur et puis je suis très bien accueillie par un poisson gigantesque. T'as vu la bête? C'est une sacrée belle bête et alors elle a une bouche absolument immense. Voilà. Alors de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bar. Je vais te faire une recette de lait ribot. Je suis breton, le sker, tu vois, on peut pas non plus... le filet qui est très beau, tu vois. Et on va faire 3 petits pavés. Tu vois, très simple. Tu gardes la peau, hein?
On garde la peau. On va préparer quelque chose de extrêmement simple. On va faire... Toi, tu as vraiment dit que c'était du lait Ribot. Du lait Ribot. C'est du lait fermenté. Ah, ça, c'est un goût d'enfance. Quand je suis arrivé sur Paris, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux transporter chez moi? Donc, j'ai pris du lait Ribot. Et à Paris, personne ne connaissait le lait Ribot. Non. Et au fil du temps, c'est une recette mythique que tout le monde vient manger au 5, ce bar au lait Ribot. Et d'une simplicité, tu fais temps pour temps, lait Ribot, voilà. Tu fais temps pour temps, tu mets de la crème liquide, on porte à ébullition. Entre-temps, on va préparer notre poisson. Voilà, on met du sel, du poivre, un peu d'huile au fond de la poêle. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Ouais. Oui, tu t'arrêtes avant que l'huile ne bouillonne. Voilà. Tu vois, comme les... On voit qu'il est frais, tu vois. J'adore, moi, le poisson un peu cru. C'est comme ça que je voulais, tu vois. Voilà, on va l'arrêter, la cuisson. Tu vois comment elle est? Très bien, ouais. Elle est parfaite, là. On va dresser l'assiette. C'est quand même facile, hein. Bah, avec toi, c'est facile, hein. C'est voilà, vrai que... Regarde. Parfait, très joli. Tu prends un petit mixeur, un bain mix. Et on va prendre cette mousse de lait. Tu vois? Ou l'écume, tu vois. Regarde. Ah, tu ne prends que la mousse. Tu vois. Et comme c'est très chaud, ça va finir de coaguler ton poisson. Il va rester moelleux. Oh là là. Nous sommes dans un palace? Ouais. Et donc, on peut se permettre quelques fleurs et le caviar. En Bretagne, on mange ça avec des pommes de terre simplement. Mais ici... Le côté caviar va apporter ce côté iodé dans ce lait. Tu rajoutes de la couleur avec des capucines. Voilà, des capucines. Et voilà, c'est fait. Est-ce que tu veux goûter? Ah bah oui. Tout est mousseux. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est un enchantement. C'est vraiment du terroir, on a l'impression d'être dans le champ des vaches. Et en même temps, tout d'un coup, on t'élève avec le caviar, avec le poisson, avec la mousse du lait. Voilà. C'est magnifique. C'est un plat terre-mer. Magnifique bar au lait Ribot de Christian Lescar. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Allez, on parle musique à présent avec cet air que vous avez forcément dû garder en tête plusieurs jours après la victoire du groupe ukrainien Kalush Orchestra. C'était à l'Eurovision mi-mai. Eh oui, on avait beaucoup parlé, hein, vainqueur de ce Grand Prix de l'Eurovision, Kalush Orchestra et ce tube Stefania qui est aussi un hymne pour toutes les mères ukrainiennes en cette période de guerre. Il y avait à la fois une ambiance musicale et un message de paix. Philippe Dufresne va vous en dire plus tout de suite dans Les secrets des tubes Stefania de Kalush Orchestra. C'est sur BFM TV juste après ça. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Au départ, il y a un groupe rap, Kalush, qui s'adjoint les services de quelques camarades avec des instruments folkloriques. Pour la sélection ukrainienne à l'Eurovision, ils cherchent parmi leurs chansons une thématique porteuse. Nous, on fait des chansons sur des sujets qui nous parlent, des gens qui nous sont proches. On a écrit sur nos copines, sur nos bien-aimés, nos potes, et ainsi de suite. Alors je me suis dit que je pouvais écrire sur ma maman. C'est la naissance de Stefania, deuxième du concours ukrainien, finalement repêché et choisi pour être le tube qui représente le pays. 2 jours après l'annonce de la sélection, la Russie attaque l'Ukraine. Les membres du groupe vont tout faire pour être à Turin 3 mois plus tard et chanter leur titre. On avait un désir très fort de vaincre, car pour l'Ukraine aujourd'hui, il est important de l'emporter dans tous les domaines possibles. Donc c'était clairement notre objectif. Sur place, ils répondent à des dizaines d'interviews, remportent les demi-finales, puis la grande finale avec un vote écrasant de la part du public. Gagner, c'était vraiment agréable, car ces 3 minutes sur scène, c'était l'épilogue de 3 mois de préparatifs avec des interviews tous les jours. À ce moment-là, j'ai compris qu'on n'avait pas fait tout ça en vain. Ça en valait vraiment la peine. La chanson est devenue un hymne pour toutes les mamans d'Ukraine séparées de leurs enfants par le conflit. Et aussi une sorte d'hymne européen anti-guerre qui a résonné dans une quarantaine de pays.
C'est vrai que la musique a une force incroyable. Quand on écoute un titre en boucle pendant des semaines, des mois, on se remplit de l'énergie, du message de cette chanson. Ça influe sur notre état d'esprit. Je crois énormément en la force de la musique. Kalush Orchestra continue aujourd'hui de jouer son titre partout en Europe. Façon de défendre grâce à la musique, le folklore et l'identité ukrainienne. Un message fort en plein conflit avec la Russie, exclu cette année de l'Eurovision. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. La suite de l'actualité, c'est avec Mathilde Vessels et Benjamin Dubois pour le non-stop. Et à la une cet après-midi, le déplacement de Gérald Darmanin dans le Rhône, à Lyon précisément dans le quartier de la Guillotière, 10 jours après l'agression de 3 policiers. Nous suivons cette visite en direct dans les prochaines minutes. Restez sur BFM. Bon après-midi.